quelque chose que Maître a dit, pour laquelle je ne suis pas d'accord. Parce que je pense que l'UPC est une exception au Cameroun. Je ne parle pas de l'UPC organisation que nous avons maintenant. Je parle de l'UPC des pères fondateurs que nous connaissons tous. Parce que si Tiroma était comme eux, on serait dans la lutte armée. Et ça s'est vu. En 1956, ils ne sont pas d'accord qu'ils prennent les responsabilités. En 60, ils estiment que c'est une parodie d'indépendance. Ils prennent leurs responsabilités. On n'a pas ça aujourd'hui. On n'a pas ça. Donc moi je pense que faire cette comparaison-là, c'est pas trop correct. On veut ça, mais c'est pas trop correct. Donc je te laisse maintenant réagir parce qu'il y a pas mal de propos. Je te laisse réagir par rapport à tous les propos qu'on a eus. Mais je continue toujours dans ma question. C'est vrai, on est d'accord avec ce que vous dites. Il faut suivre. Mais quel est le plan? Ah, mais enfin, c'est pas si... Tu as la parole, hein? Après, tu as la parole, oui, bien sûr. Je ne sais pas si on en est encore à demander quel est le plan. Bon, c'est pas le... Pour moi, ce n'est pas la question qui se pose là en ce moment. La question qui est sur la table, c'est est-ce qu'on est d'accord pour aller encore à une élection avec un système que les Camerounais ont déjà rejeté, avec un code électoral, des conditions qui entourent une élection qui sont taillées à la mesure du seul parti État qui est là. Le parti, en fait, qui utilise tous les moyens de l'État, qui utilise la répression pour empêcher les partis d'opposition de se déployer. Alors que le peuple camerounais a déjà donné le pouvoir à quelqu'un d'autre qui doit mener les réformes et établir les choses telles que chacun puisse s'y retrouver. C'est ça la question qui est là devant nous. Est-ce que nos frères et sœurs, ceux qui sont incarcérés, ceux qui ont été brutalisés, ceux qui ont disparu même, est-ce qu'ils ont subi tout ça en vain? Donc, quand monsieur Afana dit que moi, je viens réciter des choses entendues et je parle de légitimer. Légitimer veut dire, c'est-à-dire accorder du crédit à quelque chose qui soit, disons, bénéficie de l'adhésion populaire. Voilà, c'est comme ça que moi je peux dire ça. Moi je ne suis pas juriste, hein. Moi je suis une citoyenne. J'ai toujours été dans la lutte citoyenne et c'est là que je reste pour dire que nous savons ce que nous voulons. Le peuple camerounais, effectivement, comme il a dit, le peuple camerounais est suffisamment mature parce que personne n'a pris le vuvuzela ou alors le mégaphone pour aller sur les marchés partout dans les quartiers et dire aux Camerounais, venez suivre Tiroma. Ils ont identifié celui qui était en situation et qui pouvait les aider à sortir du gouffre. Oui, quand Maurice Kamto a été évincé, et c'est comme ça qu'ils se sont déportés spontanément vers Tiroma. Et ironie du sort, Tiroma concourait sur la bannière de l'UPC, pas l'UPC 1948, hein, l'Union pour le changement. Donc, ce que je veux dire, c'est que nous devons être conséquents envers nous-mêmes. Nous devons savoir ce que nous voulons. Moi, je ne peux pas aller me jeter dans la gueule du loup en sachant que le loup va me dévorer. Ce système a déjà montré qu'il ne veut rien infléchir. Il n'y a aucune inflexion, il n'y a aucun changement. Il veut juste reprendre les mêmes choses et refaire comme il a l'habitude de faire. Et on aura le même résultat, sinon pire. On a vu ce qu'ils ont fait dans leur propre parti avec la phase électorale qu'ils ont organisée au mois de novembre, les régionales. On a vu ce qu'ils ont fait à l'intérieur de leur propre cuisine de parti. Bon, moi, ce système est rédhibitoire, c'est-à-dire qu'il ne peut pas se redresser lui-même. Il ne peut pas se corriger lui-même. Et le peuple camerounais a déjà choisi quelqu'un
qui a porté un projet auquel il a adhéré pour mener les réformes. Pourquoi on doit encore chercher midi à 14 heures? Le problème, c'est que nous devons savoir aussi et admettre que le peuple camerounais est à bout. Les gens sont traumatisés. Il y a déjà eu beaucoup de liquide rouge qui coule. Il y a eu beaucoup, il y a la répression quand on vient enlever les gens dans les domiciles privés. Quand on arrête les gens jusqu'à ce qu'ils perdent leur vie parce qu'ils ont arboré le t-shirt Tiroma 2025. Donc en fait, voter pour l'opposition, c'est un délit. C'est devenu un délit. Ils ne veulent pas que les partis d'opposition se déploient. Ils ne veulent pas d'opposition en réalité. Ils veulent la pensée unique, le parti État qui continue la gabégie, la corruption et la destruction d'un pays qui est déjà à plat ventre. Le pays est déjà à plat ventre parce que les nouvelles qui viennent sur le plan économique, ce qui s'est passé au sommet de la CEMAC, ils sont accourus partout pour aller chercher des crédits. Comment un pays qui a des matières premières est en train de courir, aller prendre des crédits pour rembourser des dettes antérieures? Il y a au moins 3 générations de Camerounais qui sont déjà endettés à cause de ces régimes. Ils sont en train d'hypothéquer maintenant l'avenir de la jeunesse camerounaise. Ils ont déjà fini de détruire pour nous autres. Moi, je n'ai jamais eu la carrière que j'envisageais. Mes rêves ont été brisés. Ma vie a été brisée à cause de ce régime. C'est pour ça que je ne peux plus me taire et que j'ai décidé de combattre parce que je ne veux pas que mes enfants revivent le même traumatisme. Et je ne peux pas accepter donc d'aller me prêter à une élection dont les règles sont fixées par quelqu'un qui a l'habitude de tricher et qui ne lésine devant aucun moyen pour s'accrocher au pouvoir. Donc, nous devons... La question qui est posée à chaque Camerounais responsable adulte aujourd'hui, c'est de savoir quel Cameroun nous voulons pour nos enfants. Est-ce qu'on veut aller se jeter dans la boue encore avec ces gens et hypothéquer la vie de nos propres enfants? Nous devons nous battre. Nous devons nous battre pour que ces gens partent. Nous devons... Tiroma n'a pas une baguette magique. Tiroma n'a que 2 bras, il n'a qu'un seul cerveau. Chaque Camerounais doit se dire que cette bataille, c'est ma bataille. Je dois me battre pour ma famille. Je dois me battre pour mon village. Je dois me battre pour les miens. Parce que sinon, ce système qui est en train de se reproduire, qui a déjà positionné, ils ont déjà positionné leur progéniture, ils vont continuer. Ils ne vont jamais s'arrêter. Parce qu'au moment où les Camerounais souffrent, qu'ils manquent d'eau, qu'ils suffoquent, et que l'atmosphère est polluée par les poubelles partout, que Jean-Bertrand Mang nous a encore montré. On les voit dans les jets privés. Eux, ils organisent des cérémonies de vœux qui ne servent à rien. On achète des fleurs pour des millions, alors que les Camerounais manquent du minimum. Ça veut dire qu'ils continuent à nous narguer et ils nous disent qu'ils sont là pour rester. Nous devons nous battre et trouver le moyen de dégager ces gens. Et ce n'est pas par cette élection locale qui arrive. Mais on a vu le bourrage des urnes. On a vu la falsification des PV. On a vu même des vidéos où les éléments même qui avaient participé à cette fraude électorale venaient confesser. Qu'est-ce qu'on a encore? On n'a plus besoin d'une démonstration. Les choses sont claires là devant nous. Soyons réalistes et comprenons que nous devons revendiquer notre victoire. Nous devons nous battre contre un système qui ne partira jamais par les urnes. Voilà. Merci Armel. Je vais redonner la parole à Maître. Maître, quand tu étais... S'il te plaît, je vais poser une toute petite question à Maître Timban, s'il te plaît. Et puis il va relancer le lien. Ok, vas-y. Voilà, Maître, bonsoir. On a la chance d'avoir un juriste parmi nous. Bonsoir, bonsoir. Oui, plaçons-nous, Maître, dans un cas d'école. Raison logique. Hein. J'aimerais savoir, c'est un problème purement juridique. Les lois biologiques nous imposent des réalités qui sont indépendantes de nos volontés. Le président va partir n'importe comment. Si nous ne participons pas aux élections, nous, le peuple de l'opposition,
j'aimerais savoir, dans le cadre juridique, et s'il y a maintenant une édition pour le remplacement de M. Paul Biya, c'est le code en vigueur qu'on va utiliser pour organiser des élections où il y a une possibilité de changer de code. Merci. Mais c'est pour ça que j'ai toujours parlé de l'enjeu déterminant de ces élections législatives. Parce que les municipales, ça c'est pas intéressant. C'est pas intéressant parce que vous savez que c'est le ministère des Finances, le ministère de la décentralisation qui gère les mairies. Il vous colle un secrétaire général de mairie qui a tous les pouvoirs, vous colle un receveur municipal qui est un fonctionnaire. Donc, si vous dérangez le régime, on bloque tout simplement les finances et vous ne pouvez pas fonctionner. Dans les mairies, les mairies n'ont aucun impact. C'est le pouvoir, c'est la continuation. Elles fonctionnent comme des services déconcentrés, comme un service départemental de quelque chose ou un service d'arrondissement. Exactement, c'est la même chose. Bon, alors ce qui est plus important, ce sont les législatives. Et effectivement, quand vous parlez, vous dites que est-ce qu'on ira encore avec le même code? Non. L'enjeu, c'est quoi? Pourquoi ils veulent à tout prix organiser ces législatives? C'est parce qu'ils ont en vue l'élection présidentielle qui peut arriver à tout moment, vu l'âge du président Paul Biya. Et même lui-même qui montre déjà véritablement des signes de fatigue. Le pays est actuellement bloqué, paralysé. Ce n'est pas dû à autre chose. Les guerres des clans et tout ça, c'est pourquoi? Parce que le président est fatigué. C'est un secret de polichinelle. Il faut être de mauvaise foi pour dire que non, le président Biya est encore le président qu'on a connu il y a 10-15 ans. C'est plus la même personne. Donc, l'enjeu maintenant, c'est la présidentielle. Ils veulent avoir les législatives pour effectivement légitimer la présidentielle qui va suivre, pour permettre une gestion de ce qu'ils peuvent appeler la transition. Qu'est-ce qu'ils peuvent faire? Ils ont déjà leur candidat. Ils ont déjà un candidat, ce qu'on peut appeler un dauphin. Et il faut pour eux que ce dauphin puisse passer. Alors qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont se tailler une loi sur mesure. Une loi portant code électoral portant élection de président à la présidence de la République. Ils vont vous ramener l'âge électoral, l'âge pour candidater. Ils vont vous ramener ça à 60-65 ans. Ou 63 ans, moi j'ai appris 63 ans. Pour éliminer tous les candidats qui peuvent être sérieux. D'un. Et de deux, ils vont modifier le texte qui va organiser les investitures par des partis politiques. La condition d'éligibilité des investitures par un parti politique. Ils vont exiger que le parti politique ait un conseil régional, ait un député et un conseiller municipal. De façon cumulative. Ça fait quoi? Ça fait que tous les partis qui n'ont pas participé au régional, qui sont déroulés en décembre là, ne pourront investir personne. Et ils ont donc besoin de quoi? Ils ont besoin de légitimer cela par la participation à cette assemblée-là des partis d'opposition et des véritables partis d'opposition. C'est pour ça qu'ils vont vers le MRC. Ils veulent le MRC. Ils ne vont pas bloquer les dossiers du MRC. Ils veulent le MRC à cette élection-là. Même si le MRC a besoin de 20 députés, ils vont les leur donner. Même 30. Sachant qu'ils ont la majorité, ils ont déjà 100 députés, 100 parlementaires. Vous savez, pour modifier la constitution, dont les conditions d'éligibilité ou bien de candidature à la présidence, il faut modifier aussi la constitution. Et il faut les 3/5 des parlementaires pour le faire. Or, le RDPC a déjà ses 100 députés, ses 100 parlementaires au niveau du Sénat, 100 sénateurs. Donc, pour avoir les 3/5, il a suffi d'avoir tout simplement un certain nombre de députés et il modifie cette loi. Donc, même si le MRC ou un autre parti a 30 députés, il n'a pas les 3/5 des parlementaires pour s'opposer à la modification de la loi portant conditions d'éligibilité ou de candidature à la présidence de la République. C'est pour ça que nous demandons nous demandons la sécurisation de cette élection
Il ne suffit pas seulement de la gagner pour que l'opposition puisse bloquer ce qu'ils ont mis en place comme stratagème. Il faut que l'opposition ait 168 députés. C'est ça les 3/5e. Parce qu'il y a 180 députés et il y a 100 parlementaires, sénateurs. Donc il faut avoir 168 parlementaires avec soi pour pouvoir s'opposer à la modification constitutionnelle qui sera faite sur les conditions d'éligibilité. Donc vous aurez à la présidentielle 2 ou 3 candidats et parmi les candidats, et pourquoi? Parce que les partis qui peuvent investir, je crois qu'il y a l'UNDP qui a un conseil, qui a des conseillers régionaux. Il y a, je ne sais pas, un autre parti là qui doit avoir, je crois, Bamenda, qui doit avoir un conseil régional. Donc ce sont des partis de la majorité présidentielle et ils vont aller aux élections avec les 3 partis. Mais ce sera légitime parce que les partis d'opposition qui veulent participer aux élections feront partie de cette assemblée lorsque cette loi sera votée, même s'ils votent contre. C'est pour ça qu'il faut parler à cette élection-là sans être sûr de la gagner. Et pour être sûr de la gagner, pour nous l'opposition, pour empêcher tout cela, il faut que nous réformons le code électoral. Il faut qu'il y ait des réformes. Aller là-bas, c'est compromettre l'avenir du Cameroun pour 50 ans. Ils ont déjà leurs jeunes candidats. Et ils vont le faire passer, il va utiliser les mêmes méthodes que son prédécesseur et personne ne pourra gagner l'élection avant 40 ans. Voilà l'enjeu. D'accord. Aller à cette élection, c'est comme si... Il y a des gens qui pensent que ça aller à l'élection, il faut avoir des députés. Non. Cette élection, nous sommes dans une phase où on est en train de préparer la transition, l'alternance au Cameroun. Donc cette élection est déterminante. Il ne faut pas aller là-bas comme ça. D'accord, pour échanger. Celui qui y va. Oui, pour échanger, j'ai bien compris qu'il y avait un piège politique derrière. Par les législatives, ils vont changer tout le système en leur faveur. C'est ça que j'ai compris. Et donc, ça veut dire quoi? Maintenant, le peuple de l'opposition, maintenant, que nous incarnons tous, nous tous qui sommes dans ce panel, nous voulons le changement depuis des années. Qu'est-ce que ça veut dire, maître? Ça veut dire qu'en fait, le MRC qui veut aller à ces élections est en train de jouer le jeu du pouvoir. C'est ce que ça veut dire, ça. Oui, oui, parce qu'ils sont en train de jouer le jeu. Oui. Oui, vas-y. Oui, mais je le dis tout le temps. Je sais qu'actuellement, le MRC est infiltré. Ils ont envoyé des émissaires là-bas. Au sein du MRC, leur rôle, c'est quoi? Il faut délégitimer la revendication, le vote de M. Chiroma, qui est le leader, qui se présente vraiment comme le leader de l'opposition en ce moment. Faute de l'avoir avec lui. Ils ont besoin dans notre cadre, un poids lourd de l'opposition, qui va accompagner et légitimer ce qu'ils sont en train de faire. C'est pour ça qu'on parle de légitimation de ce qui va se passer. C'est une sorte de légitimation. Dans la part, je dis que le MRC, ils sont prêts à lui donner 40 députés. Sachant que ça ne sert à rien, les 40 députés là peuvent empêcher quoi? Rien du tout. C'est la loi de la majorité au Parlement. La modification constitutionnelle. Il faut avoir les 3/5 des parlementaires. Ils vont le faire. Ils peuvent empêcher quoi? Rien du tout, ils vont bavarder. Et on va dire que cette loi a été votée, le MRC avec 40 députés ou 30 députés. Donc ce que nous demandons là, ce n'est pas pour empêcher les partis politiques d'avoir des députés. Nous sommes en train de jouer l'alternance. C'est pour ça que ceux qui vont s'amuser avec ça maintenant là, sont en train de compromettre l'avenir du Cameroun pour les 40 prochaines années, voire les 50 prochaines années. Et l'opposition doit donc se réunir au sein d'un front pour opposer une résistance afin que les règles du jeu pour cette élection législative soient claires. Pour permettre à l'opposition de pouvoir gagner et de paralyser toute modification constitutionnelle qui sera faite pour donner le pouvoir à quelqu'un qu'on a déjà préparé. C'est ce qui s'est passé en 58. C'est ce qui s'est passé en 56. Ils avaient déjà le portrait robot de celui qui voulait. Et ils ont tout fait pour écarter l'UPC, pour que leur candidat ne soit pas gêné. Et c'est ce qu'ils vont faire maintenant.
Quand on le dit à certains, ils ne comprennent même pas où on va. Ils pensent qu'on dit ça parce qu'on ne veut pas que les partis... L'élection, s'il n'est pas comme les élections législatives, c'est pas bien de législatives, n'ont rien à voir avec ce qui s'est passé avant. Hein. Cette fois-ci, c'est que nous sommes à la porte d'une alternance. Dès qu'ils vont élire cette assemblée, dès que cette assemblée va prêter serment, je vous garantis que la première chose, vous allez voir modification de la Constitution. Et ils vont tailler sur mesure les règles de candidature au profit de dauphin qui est là. Il y a un dauphin. C'est pour ça que j'aime les deux sont ce que Ahmed dit et ce que Maître dit. Moi, Maître a bien expliqué. Ça m'intéresse parce que ça permet quand même d'avoir ce qu'on appelle une veille révolutionnaire. Donc là, je vais passer la parole, mais je voudrais d'abord, le libérateur est là depuis longtemps, il a suffisamment patienté, je voudrais qu'on lui donne la parole. Il essaye de dérouler. Après Yann, et après on reprendra le tour de parole pour chacun. Alors le libérateur, tu as suivi Maître. Maintenant je pense que... Ok. Je ne vais pas parler très longtemps déjà, parce que Maître a tout dit. Maître a tout dit, nous sommes à la croisée des chemins. Nous sommes à la croisée des chemins pour éviter le gré à gré qui va se présenter devant nous. Parce que c'est le moment de prendre conscience et que l'opposition puisse s'asseoir pour boycotter à 100% ces élections et donner la chance au président élu Issa Chiroma d'arriver à Étoudi. Parce qu'en allant à ces élections, c'est de dire oui, nous reconnaissons que c'est Paul Biya qui a gagné les élections. Mais ça serait une erreur fatale pour nous, la jeunesse. Amel a dit tout à l'heure, nous sommes surendettés. Comment est-ce qu'on a le sous-sol, on a de la matière, on a mais on peut prêter de l'argent pour... Donc, on s'endette pour gérer une dette. Et ça veut dire que le RDPC ne pense pas au peuple camerounais. Tout ce que nous devons faire à l'heure, c'est d'aller vers les leaders d'opposition, leur demander de s'asseoir pour une fois et de boycotter ces élections. Parce que moi, je n'aimerais pas entendre les pleurs. Je n'aimerais pas entendre les pleurs. Nous sommes allés, le sous-préfet a disparu, le sous-préfet est devenu ninja. Oh, il a eu ceci, cela. Non. Quand tu pars à l'anniversaire de quelqu'un, il n'y aura plus de sous-préfet ninja, il n'y aura plus de libérateur, il n'y aura plus de sous-préfet ninja. Ils vont accepter tous les listes du MRC. Ils vont accepter, il n'y aura pas de blocage. Je peux te croire, mais je ne pense pas. Le libérateur, tu es dans un endroit où il y a trop de bruit. Est-ce que tu peux te dire ton client, s'il te plaît, c'est un peu désagréable. C'est juste ça. Ok. Je vais passer, je suis au boulot. Je vais laisser ma place à Yann et dès qu'il finit de parler, je serai déjà en pause pour mieux donner mon point de vue. Mais je suis d'accord avec Amel et Maître Timba. Ces élections, ce n'est qu'une mascarade de plus. Vous n'avez pas assez pleuré. Tous les jours, c'est des pleurs. Pour cette fois, on a un président. Il est à l'extérieur. Il représente encore un danger pour ce gouvernement. Parce qu'il n'est pas encore hors d'état de nuire. Quand tu es à l'extérieur et que tu revendiques ton pouvoir, tu revendiques ta présidence, tu représentes encore un danger. Et tant qu'il est dehors, pour moi, c'est une lueur d'espoir. Vrai. Même si c'est après 1 an, ou si c'est après 2 ans. Il faut souvent y croire.
Parce que de voir des intellectuels venir dire que Issa Tirouma est fini, oh c'est fini, non, c'est pas fini, c'est 43 ans de pouvoir qu'on est en train de challenger. Il n'a pas une baguette magique, c'est un être humain comme nous. Donnons-lui la possibilité, accompagnons-lui à nous sortir de ce gouffre. Oui, pour moi, il représente l'espoir et je ne peux jamais cesser d'y croire. Parce que en 3 mois, c'est petit pour déloger Paul Biya. Et ils sont en train de travailler. Que quand soit la durée de la nuit, le soleil va apparaître. Et ceux qui iront à ces élections-là, c'est des gens qui iront chanter plus tard Ayop Ayop. Et nous allons continuer à souffrir. L'année prochaine, ils prendront encore des dettes pour payer des dettes. Et c'est comme ça, le gré à gré va passer sur nos yeux. Parce qu'ils veulent, comme le grand frère dit, passer des lois à l'Assemblée, sans oublier que je pense qu'il y aura même le poste de vice-président. Ngongo peut s'asseoir là, il nous maltraite. Parce que le président est fini. À tout moment, on peut nous appeler que ça crie. Et quand c'est comme ça, qu'est-ce qui va se passer? Le vice-président continue. Parce qu'il va déposer un jeune et ils vont tailler la loi comme ils veulent que à partir de 60 ans, 70 ans, on ne pourra plus. Vous connaissez les mascarades diaboliques. Donc, UPC, moi je vais donner ma place à Yann. Je pense qu'il y aura quelque chose à dire, même comme il veut aller aux élections. C'est un sympathisant du MSI. Et moi je lui dis de ne pas aller à ces élections. Oui, le code reste la même, rien n'a été retouché. Rien n'a été touché. Maître Jean a enregistré ton passage tout à l'heure et je vais faire jouer ça dans beaucoup de groupes pour qu'ils essayent de prendre conscience de ces élections-là. Merci. Merci, le libérateur. Merci, Asibi, merci beaucoup pour ce que tu es en train de faire là. Je veux dire, par rapport à ce panel-là maintenant. Alors, Yann, Yann, avant que tu prennes la parole, j'ai une question à te poser. En 2020, on a vu les communicants du RDPC, des communicants informels du MRC, sans que le MRC n'intervienne, considérer que ceux qui sont allés aux élections, notamment le PCRN, étaient les traîtres et les suppôts du régime en place. Aujourd'hui, le MRC va aux élections et le MRC ira aux élections ensemble, le sait, c'est ce que personne, ceci change. Le MRC ira aux élections. Comment est-ce que le MRC va expliquer maintenant la situation? Est-ce qu'ils sont aussi des traîtres du régime? Et j'ai vu une dernière note du MRC où ils considéraient que ceux qui comment on dit ça, les ennemis entre guillemets du MRC, c'est le pouvoir en place, plus c'est supposé complices, c'est complices officiels et c'est complices non officiels. Comment est-ce que le MRC a encore le courage de faire ce genre de déclaration alors qu'ils sont en train de se dédire par rapport à ce qu'ils ont dit en 2020? Voilà. Je peux mettre la parole et puis tu réponds à ma question et après je suis dans... Oui, bien sûr. Bon, en même temps, c'est pas une question fermée, UPC. C'est pas une question fermée. Bon, déjà, bonsoir à toi. C'est toujours un plaisir de monter sur ton panel. Surtout un panel autant garni, avec autant d'intellect, on va dire ça comme ça. C'est un honneur d'être sur le même panel que Maître. Je ne le connais pas personnellement, je l'ai toujours lu sur Facebook à distance et vraiment c'est un plaisir. Je dis comme ça bonsoir Dr Afana, Armel, Ampère, Denis et Joe Lebic et tous ceux qui nous écoutent en ce moment. UPC, je pense que la première chose qu'il faut remarquer, c'est que le Cameroun est à la croisée des chemins. Le Cameroun est à un point très très important de son histoire. Le MRC aussi, à tort ou à raison. Et la question que tu poses vaut son pesant. D'autant plus qu'il on va pas dire que c'est un passif, mais on a des actes qu'ils ont posés dans le passé qui seraient en train de contredire leur intention d'aujourd'hui. Ce qui m'embête un peu, c'est que sur la scène politique, il y a des personnes qui viennent avec
des émotions, qui viennent avec un suivisme, j'ai pas envie de dire moutonnier, mais un culte, je dirais ça comme ça. Et c'est dommage, parce que la première question qu'il faut se poser, c'est que quelle est la direction que doit prendre le peuple du changement aujourd'hui? C'est de ça qu'il s'agit. Le peuple du changement, c'est qui? C'est pas le MRC. Le peuple du changement, c'est qui? C'est pas Issa Chioma Bakari. Le peuple du changement, c'est tous ceux qui sont épris de justice et qui veulent voir un Cameroun nouveau. Et dans ce peuple du changement, on a les partis de l'opposition, on a la société civile, on a les activistes, on a des personnes comme toi, des personnes ressources comme toi, UPC comme Maître Timman, qui posent des analyses pour mieux apprécier l'orientation qu'il faut donner à la lutte. C'est simplement ça qu'il faut voir. Et une fois qu'on a posé cette problématique, alors la question c'est, comme Maître l'a si bien dit, est-ce qu'il faut aller à ces élections? Et s'il faut aller à ces élections, il faudrait aller pour créer le contrepoids. Il faudrait aller à ces élections pour pouvoir les gagner. Maintenant, si on ne doit pas aller à ces élections et qu'il faille boycotter, il faudrait également que le boycott puisse créer le contrepoids. Ça devient une complexité à nul autre pareil. Le problème également, une fois de plus derrière cette histoire, c'est le peuple camerounais. On ne sait pas s'il va se lever, s'il ne va pas se lever, comment l'amener à se lever. C'est ça le problème. C'est ça la complexité de la problématique fondamentale que nous avons aujourd'hui sur le plan politique. C'est ça, c'est difficile. C'est difficile. Oui, on peut en vouloir au MRC aujourd'hui, de vouloir penser à aller à ces élections, quand on sait très bien, au vu de la belle analyse présentée par Maître Timman tout à l'heure, ça ne sert à rien d'aller à ces élections. Et je voulais dire aux libérateurs que le MRC, le RDPC va permettre que le MRC puisse déposer ses dossiers. Ça, c'est certain, parce qu'il faut légitimer ce qu'ils sont en train d'entreprendre. Et Maître Timman vous l'a dit, il a expliqué très bien le projet qui est derrière. C'est de pouvoir conserver le pouvoir. Le Cameroun est un pays particulier dans le monde. Ça, je le dis toujours. On a répété l'histoire tout à l'heure en parlant de depuis 1956. Mais j'aime toujours le rappeler, c'est que le Cameroun est le seul pays au monde où les indépendantistes ont perdu la guerre. C'est le seul pays au monde. On ne peut pas poser des analyses au Cameroun comme si c'était les autres pays tels que, je ne sais pas moi, la Colombie, tels que l'Algérie, tels que l'Afrique du Sud. Le Cameroun est complexe. Et nous devons prendre de la hauteur pour analyser cette situation. Nous devons nous poser de bonnes questions. Certaines personnes sont en train d'attaquer par exemple Maître Timman là. C'est pas Maître Timman le problème. Nous voulons libérer le Cameroun, nous voulons voir le régime Biya partir. Qu'est-ce qu'on fait? Comment est-ce que chacun de nous va apporter sa contribution pour créer le rapport de force en faveur du peuple du changement? C'est ça fondamentalement ce qu'il faut voir. Et c'est difficile. Vraiment, UPC, je ne vais pas te mentir, moi je ne lis pas les lettres, je ne lis pas les lettres dans l'enveloppe, je ne suis pas devin, c'est très complexe. Et je t'encourage et je te félicite d'ailleurs pour ce panel que tu as ouvert pour qu'on essaie d'analyser la situation. C'est vraiment très complexe. On peut en vouloir au MRC d'aller à ces élections, c'est vrai, mais après, si ils peuvent aller à ces élections et gagner, tant mieux. Mais s'ils veulent s'entêter à aller à ces élections et ne pas pouvoir gagner, là il y a un problème. Ça veut dire en réalité qu'ils vont jouer le jeu du régime qui veut s'éterniser au pouvoir. C'est simplement de ça qu'il s'agit. Maintenant, est-ce qu'ils vont boycotter et que le boycott ne fera pas changer la donne? Là encore, c'est ambigu. Donc ça, c'était ma première prise de parole. Je reviendrai dessus tout à l'heure. Donc voilà ce que moi, de mon point de vue, pour qu'on ait une meilleure visibilité et la meilleure orientation de l'analyse de la problématique. Voilà. Merci UPC.
Micro, hein, ton micro, on t'entend pas bien, je sais pas. Ah d'accord, merci, je l'avais fermé. On va commencer par un nouveau tour de table. Mais j'ai quand même une réflexion avant de donner la parole à Père. Il y a Big Five, c'est Big Five, Joe Big Five, il n'a pas parlé. Oui, il essaie, il n'a pas parlé, mais il vient d'arriver, donc on va faire le tour et il va prendre la parole après, il n'y a pas de souci. J'ai quand même l'intervention de Armel et de Maître me fait quand même réfléchir et pour moi ça pose un problème de veille révolutionnaire, je préfère appeler ça comme ça. Je ne suis pas sûr que si les élections sont boycottées, le pouvoir ne fera pas ce qu'il veut faire. Et je ne suis pas non plus sûr que si, malgré toute la détermination que l'opposition veut, l'opposition qui va aux élections a, malgré toute cette détermination, je ne suis pas certain qu'ils gagneront, je suis quasi certain qu'ils ne gagneront pas. Quand je dis gagner, c'est-à-dire avoir la majorité. Même si par le passé, je crois en 1992, l'opposition avait gagné l'élection législative quand c'est le MINAT qui l'organisait. Mais il y a une chose pour laquelle je suis pour les élections. Ce n'est pas parce que l'opposition gagnera, mais c'est parce que l'opposition pourra récupérer l'argent. Et quand je le dis d'expérience. Je suis dans l'UPC depuis des années et je vois très bien comment l'UPC souffre de moyens. Et même la partie de l'UPC qu'on appelle l'UPC gouvernemental qui était exclue des élections en 2020, je sais comment dans ce groupe il y a effectivement des révolutionnaires, il y a des vrais patriotes, mais je vois la difficulté avec laquelle ils ont à passer le message. Et quand je vois ça, je me dis, si l'opposition camerounaise est asséchée financièrement, parce que ces gens sont capables de le faire, pour ceux qui militent dans l'UPC, ils sont bien placés pour comprendre que les UPCistes, d'abord individuellement, ont été asséchés financièrement. Et le parti a été réduit à sa plus simple expression. Aujourd'hui. Et c'est ça la réalité. Est-ce que, connaissant cela, il faut laisser l'opposition être asséchée? Je me dis, c'est un risque qu'il ne faut pas prendre. On peut se tromper. C'est pour ça que je pense que, une fois, j'étais dans un auditoire à l'époque de la guerre des subprimes, à l'époque de la crise des subprimes. Une question avait été posée au directeur général de Dexia, qui est une grande banque, qui était à l'époque une grande banque belge. Et c'est un Africain qui posait cette question, mais quand il posait cette question, je ne me souviens plus trop, il était en train d'opposer le monde occidental et les révolutions africaines. Je crois que c'était ça. Et le monsieur lui avait dit, le problème des Africains, c'est qu'ils ne savent pas additionner les forces. Ils sont là, ils soustraient toujours. Une révolution peut toujours bien marcher en s'associant à des personnes qui semblent être des anti-révolutionnaires. Donc, à un moment donné, il faut savoir additionner. C'est pour ça que pour moi, pour nous autres, je prends à mon compte les réserves fortes de Maître Timban et de Armel, mais je considère que il ne faut pas que ce soit manichéen. Comment faire donc pour allier ces deux combats? Parce qu'il s'agit de deux combats. Je pense que ceux qui iront aux élections, c'est bien sûr, parmi eux, il y a des personnes qui sont prêtes à jouer le jeu du régime, il y a des bandits. Et à l'intérieur, il y a également les vrais patriotes. Et on sait que les vrais patriotes seront trahis. Parce que même si l'opposition a la majorité, je pense que les FPP se fera comme en 92, ils vont payer certains qui vont donner leur voix. Donc je ne crois pas à cela. Mais est-ce qu'il faut rester manichéen ou bien il faut trouver ce qu'on appelle le dénominateur commun pour que la bataille de Tiroma puisse continuer malgré les difficultés
et qu'on soit capable de lui trouver les moyens, c'est-à-dire humains, matériels ou des moyens pour pouvoir continuer ses buts, sans pour autant qu'on ait les autres patriotes qui pensent qu'il faut aller aux élections parce que c'est une occasion d'avoir déjà même une expérience de gestion d'une mairie, de gestion d'une communauté, de l'exercice parlementaire, sans pour autant qu'on met ces deux-là en opposition, donc en pair. Face à cette réflexion, je voudrais qu'on reprenne la parole pour voir comment est-ce que ce combat peut être dirigé. Parce que de toute façon, on n'empêchera pas au MLC d'aller aux élections. Ils veulent y aller, ils iront. On n'empêchera pas à Tiroma de penser qu'il doit se battre, il doit continuer la bagarre. Chacun est dans sa lutte, dans son couloir. Comment réunir ces deux couloirs-là pour que les deux luttes puissent être additionnées au lieu d'être dans un clivage en mer? Oui, bon, je commence d'abord à dire vraiment Armel et même Timban. C'est bien, hein? Vous avez fait de très bonnes analyses et vous nous avez ouvert les yeux sur une direction que nous ne voyons pas. Vraiment, c'est très bien. C'est pour ça que ce parole est bien. À faire monter des spécialistes de droit, les gens de la contradiction, ça nous permet d'évoluer dans nos pensées. UPC, tu t'en souviens? On avait fait un live où on avait bossé, toi et moi. Et on avait dit depuis 1956 que le niveau de population a disparu, presque. Mais d'extérieur, le système en place camerounais montre qu'on est une démocratie, mais de l'intérieur, c'est le parti unique qui est en place. Le parti unique, on était d'accord dessus. Ce parti unique avec un noyau central et puis des orbites tout autour des partis préfabriqués, mais qui sont inféodés au parti au noyau central, qui est le parti unique. Et c'est le même parti unique que tout le monde observe depuis bientôt 2026. La vraie opposition maintenant, qui est la vraie opposition, c'est quoi sur le peuple, hein? C'est pas les partis. Les partis ont toujours joué avec le pouvoir, c'est le parti unique. Mais ce qui est intéressant, moi mon regard, hein, je fais 2 minutes. Là je vais répondre à Ahmed et Martin Timban. Maître et Ahmed, il y a des solutions qui sont des solutions purement mathématiques. Hein? Oui, mais qui ne sont pas des solutions réelles. Nous qui avons beaucoup fait les sciences, on a vu ces cas-là, on dit bon, mathématiquement, voilà la solution, mais dans la réalité, ça ne peut pas marcher. J'ai encore en souvenir une solution que Maître avait donnée aux élections présidentielles pour annuler les élections présidentielles. Vraiment, il avait trouvé la bonne solution, c'était une solution mathématique, c'est-à-dire 11 mousquetaires ne devaient pas aller aux élections, laisser Pobia tout seul. Ils ne devaient pas avoir d'élection. Mathématiquement, c'était vrai. Mais dans la pratique, c'était impossible. Nous sommes dans la même situation aujourd'hui, Maître et Armel. Regardez vous-même. La dictature en place a tous les leviers du pouvoir. Tous les leviers du pouvoir. Maître les connaît mieux que moi. Si on ne va pas aux élections, là, c'est une solution mathématique. Mais la réalité est qu'il y aura toujours des partis inféodés qui iront aux élections avec les outils de travail détenus par le dictateur. Numéro 1. Donc, ne pas aller aux élections, mais c'est une solution mathématique. Mais dans la réalité, ce n'est pas possible. Aller aux élections, Maître et Armel, ça pose aussi une problématique. Pourquoi faire? Puisque d'après ce que Maître vient de démontrer brillamment, eh bien, ça va légitimer plutôt le pouvoir en place pour son plan macabre à venir. Et surtout, c'est sur le code électoral, avec les outils de travail détenus par le pouvoir en place, qui dispatcherait, dans ce cas, les députés, les conseils régionaux, ainsi de suite, municipaux, à leur guise en fonction de leur plan. Donc, vous voyez, Maître, c'est pas aussi facile que ça. On est dans une quadrature de cercle. C'est pour cela que votre réflexion m'a beaucoup glacé parce que il faut que je retrouve d'autres combinaisons pour aborder un problème qui a plusieurs paramètres. Voilà, je vais m'arrêter là. Je laisse la parole à une autre personne.
Oui, les mathématiques aidant, hein. Cher aidé. C'est là où on a besoin de mathématiciens et physiciens et tout le reste. Ouais, UPC, bon, j'ai écouté. J'avais commencé à faire des lives il y a 3 semaines et je parlais exactement de l'enjeu d'aller ou de ne pas aller aux élections. Je disais il faut aller aux élections. Je disais il faut aller aux élections parce que les Camerounais sont encore mobilisés. En tout cas, c'est vrai que ça s'effrite parce qu'il y a le jeu du temps. Et parce que si les leaders, ce qu'on appelle les leaders entre guillemets, pouvaient faire la politique, pouvaient se mettre d'accord, il y avait possibilité de capitaliser quelque chose lors de la tournée électorale de 2026, c'est-à-dire législative et municipale. Et quand je le disais, je m'accrochais beaucoup sur l'aspect que Maître a soulevé il y a quelque temps, le changement, la modification de la Constitution. Et en ce moment, je disais, c'est vrai qu'il est difficile, qu'il pourrait être très difficile d'avoir la majorité au Parlement, mais il n'est pas très difficile d'avoir 60 députés avec l'engouement que nous avons vu en septembre, parce que moi je suis dans le réalisme. Les gens vont me dire que le régime a tout, ils ont tout, mais ils avaient tout en octobre et on a quand même vu Chiroma avoir le résultat qu'on lui a donné. Donc il y a capacité, quand les gens veulent faire politique, d'avoir quelque chose. Bon, quand j'ai dit ça, tu sais, UPC, il y a 2 mots qui minent la politique camerounaise. Et c'est même psychanalyste et psychanalytique. Le premier, c'est ce qu'on appelle le plus souvent la rumination mentale. C'est-à-dire, on ressasse continuellement quelque chose qui s'est passé et on refuse d'avancer. Parce que nous sommes toujours ici en train de parler de ce qui s'est passé en 55. Je ne dis pas qu'on ne doit pas parler de l'histoire, mais je suis désolé, le contexte n'est plus le même. Il faut penser avec de nouvelles énergies et il faut penser différemment. On n'est plus sur ça. Mais on ne fait pas fi de ça. Il y a eu ça. Le contexte était ce qu'il était. Les gens étaient ce qu'ils étaient. Nous sommes en 2026 et en 2026 et ça n'a rien à y voir. Donc les gens sont plongés et baignés dans cette rumination mentale qui fait qu'ils n'avancent pas. Donc ils tournent en boucle sur un événement passé. Et là, le deuxième problème, en tout cas, le deuxième mot qui mine, à mon avis, ce qu'on peut appeler l'opposition au Cameroun, c'est la fixation. On reste constamment bloqué sur un événement et on n'arrive pas à enchaîner une succession d'événements. C'est-à-dire, les gens nous disent maintenant qu'on doit lutter pour revendiquer la liberté. Actuellement, on ne dit pas qu'il ne faut pas, mais est-ce que la vie s'arrête à ça? Est-ce que la vie politique Cameroun s'arrête à ça? En tout cas, si même vous voulez que ça s'arrête à ça, posez donc des actions visibles qui, disons ça comme ça, impliquent la participation du citoyen. Mais si vous posez les actions dans le noir, ou vous posez les actions dans les couloirs, le citoyen n'est plus engagé dans ça. Et il ne peut pas être là pour attendre si dans vos couloirs ou dans vos réunions, dans vos intercessions ici et là, vous aurez un résultat. Alors vous dites, non, il ne peut pas, le citoyen doit vivre. Il doit vivre. Et je suis un peu dérangé. C'est comme si c'est après Chiroma que les gens se sont rendus compte, que les gens ont découvert que le système s'y n'est pas bien. C'est-à-dire, c'est comme si avant, les gens ne savaient pas que le système s'y est comme il est là. C'est seulement après l'élection volée de Chiroma que subitement tout le monde connaît que non, ça ne sert plus à rien, il ne faut plus rien faire avec ce système. Non. Et quand j'écoute les discours, et si je prends les discours qu'ils sont en train de tenir maintenant, ceux qui supportent Chiroma là, je pose les discours là, ou je place les discours là, à septembre 2025. C'est ce que les autres gens disaient. Et si les gens avaient obéi, avaient suivi en tout cas, ce discours de ce système de salaire faisait rien, est-ce que Chiroma que vous supportez aujourd'hui aurait eu le vote qu'il a eu? Moi, je ne veux pas faire les calculs du juridisme. Je dis, si les gens en septembre avaient suivi votre facilité de dire que ce régime est pourri, ce régime est mauvais, il faut tout arrêter, est-ce que Chiroma aurait eu le vote qu'il a eu? Ça, c'est d'abord une question. Je continue. Les politiciens, ça veut dire, quand tu vois le contexte là, ça veut dire, on est à faire des chamas ici en bas entre nous, tout ce que tu vois là.
Hein? Les politiciens et associés au Cameroun nous font baigner dans une sorte de spiritualisme et de cosmogonie politique. C'est-à-dire, ils ont quasi tous adopté un vocabulaire d'agent secret. Soit tu es espion, soit tu es crècre, soit tu es infiltré, soit tu es suppôt du régime, soit tu es allié, etc., etc. C'est devenu du n'importe quoi. Je dis bien du grand n'importe quoi. Et ça pour te dire la vérité, ça trahit l'incapacité des leaders politiques à faire la politique. Parce que, mon cher ami UPC, la politique, c'est aussi, et même, c'est d'abord l'art du compromis. Surtout quand on veut atteindre l'objectif. Surtout quand on a un objectif commun. Et ça n'a rien à voir avec le fait que nous ayons la même idéologie. Tu as vu le Rassemblement national voter la motion de censure contre le Cornu ensemble avec la France insoumise. Je ne pense pas qu'ils sont les amis. Mais ils se disent que si chacun d'entre eux pense que Macron doit dégager, et si Macron dégage, chacun d'entre eux pense qu'il peut tirer l'avantage. Et, pour ne pas être très long, en paiement d'avancer, parce que je voulais dire à maître, la vie n'est pas toujours mathématique, c'est pas toujours très facile. Parce que moi, je me rappelais exactement de votre solution, celle que vous avez proposée, et beaucoup d'autres même en septembre 2025. Et je disais, il y a les choses qu'on veut, et il y a les choses il y a ce qu'on veut, il y a la réalité. C'est-à-dire, il a dit que, bon, que les autres 11 candidats se mettent ensemble pour boycotter. Et il y a la réalité. C'est-à-dire, tu sais qu'ils ne vont pas se mettre ensemble. Mais tu dis quand même ça parce que, bon, tu te dis qu'il faut dire ça parce que c'est peut-être quelque chose pour toi de raisonnable ou qui peut porter des fruits. Non, il y a la réalité. La réalité, c'est qu'ils ne pouvaient pas se mettre ensemble. Ils ne pouvaient pas. Et le MNC ne joue pas le jeu du pouvoir en allant aux élections. C'est trop facile. Le MSC ne joue pas le jeu du pouvoir en allant aux élections. Le MSC est un parti politique qui a ses aspirations, qui a ses plans, et dont le MSC est en train de jouer à son jeu. Comme le président Chiroma a joué à son jeu en allant à l'élection présidentielle d'octobre 2025. C'est que moi j'ai dit, c'est quoi pour sortir? Les 60 députés qui représentent un tiers de la Chambre basse et qui peuvent bloquer un projet constitutionnel en deuxième lecture, à mon avis, je parle d'il y a un mois, était un objectif chiffrable, atteignable. Mais après, j'ai l'amitié et la chance de parler avec certaines personnes très introduites dans ce que je peux appeler le quartier général très réduit de Chiroma, les grands supporters et parfois même certains financiers. Et j'avais même déjà engagé les contacts avec certains que je vais appeler les radicaux Kamto pour les dire que non les gars, essayons de plutôt pousser les deux à se mettre ensemble. Mais quand j'avais parlé avec les grands frères qui fréquentent les deux grands là, les deux papas là, et ils m'avaient dit qu'il n'y aura pas, je ne vais pas citer les noms, il y a même des anciens présidents qui sont mis au milieu pour tenter de les mettre ensemble, pour aller conquérir quelque chose. Et on me disait, non, il y a la haine entre les deux, ça ne peut pas donner, donc tu perds ton temps. Moi, j'avais commencé à écrire, j'avais commencé à écrire, Ongachu, tout ce que dit les gars, ça ne sert à rien. Tentons de pousser les deux là à se mettre ensemble pour qu'ils aillent conquérir quelque chose. Et que s'il faut même boycotter, parce que le boycott est aussi une action politique. Sauf qu'il faut bien comprendre la logique du boycott en ce moment, le pourquoi et le comment du boycott. Bon, après, je me suis rendu compte que ça ne sert à rien. Tout ce que nous dit ici, là, les gars, ils ont les positions là-bas, ils sont dans des trucs. Donc, je vais dire, au-delà du langage, disons ça comme ça, très suspect qu'on a envers tout le monde. Non. Aujourd'hui, Chiroma, que vous encensez, il était aussi là-bas. Aujourd'hui, Chiroma, que nous encensons, pas que vous encensez. Moi, j'ai fait campagne pour Chiroma ici, a dépassé tout le monde ici. Il n'y a personne qui sait panel qui a fait campagne pour Chiroma comme moi. Je dis bien personne. Il y a même mis mon agent. Et je dis, Chiroma, quand vous parlez, vous interrompez pas. Il faut avoir un peu de politesse. C'est ça aussi la citoyenneté. Le Chiroma que nous encensons aujourd'hui, il y a quelques mois, il était dans le gouvernement. Donc on ne peut pas bloquer la vie politique à ce qui s'est passé avant. Peut-être même celui-même qui sera le président qu'on va encore encenser plus demain, sera aussi du gouvernement. On ne sait pas.
Mais moi, je pense qu'il faut aller à l'élection parce que ça concourt à l'expression du suffrage universel, parce que ça maintient les Camerounais mobilisés et actifs autour de la chose politique. C'est tout. Donc, je m'arrête là. Merci, docteur. Joe Big Five. Oui, bonsoir, monsieur IPC, et bonsoir à tout le panel. Ben moi, j'ai écouté attentivement les interventions de tout le monde et voilà, j'ai tiré beaucoup dessus. Mais je crois que je vais avoir un langage clair parce que le langage difficile, moi, je ne le comprends pas et j'ai aussi l'impression que chaque Camerounais ne comprend plus ce langage. Et voilà, et je vais parler avec des exemples. Nous avons deux pays qui ont vécu cette situation, mais d'une autre façon. La richesse déjà d'un pays n'est pas son sous-sol, mais c'est la capacité de former sa population à les préparer technologiquement pour changer, transformer l'état du pays. Et tout ça se fait par des institutions fortes d'abord. Voilà, là c'est la base d'un pays. Si un pays n'a pas des institutions fortes, on ne peut pas faire quelque chose. Et ce qui arrive au Cameroun aujourd'hui, je vais vous donner un exemple de deux pays. L'Afrique du Sud et la Tunisie en Afrique, parce que si je prends un peu dans le monde, ils vont me dire nous sommes africains. On subit le même cas. Pour la Tunisie, je suis jamais allé, mais j'ai fait 4 ans en Afrique du Sud et j'ai constaté avec beaucoup de regrets. Aujourd'hui, l'Afrique du Sud régresse terriblement et n'est plus l'idée d'Afrique. Pourquoi? À un moment donné de la vie, l'Afrique du Sud, qui fait partie du G20, avait industrialisé le pays. Pourquoi? Ils ont formé une jeunesse dans le domaine technologique, c'est-à-dire les gens avec une orientation. On n'avait pas cet enseignement général que Biya a apporté au Cameroun pour détruire notre peuple. Et quand l'Afrique du Sud avait formé ces gens à un certain niveau, il y avait de l'emploi, on a construit le pays, on a industrialisé à un certain niveau. À un moment donné, puisqu'on change de chefs d'État, on a eu des chefs d'État qui ont compris et qui ont voulu détruire l'Afrique du Sud. Et on commençait à former les Sud-Africains à nouveau dans le domaine général. On a tellement de docteurs, des dentistes, tout ce que vous imaginez. On a les comptables et tous ces gens-là, nous avons en Afrique du Sud. Et aujourd'hui, le pays a replongé dans un chômage incroyable, une misère terrible de plus de 60% du peuple. Nous avons eu ce même problème en Tunisie, où les Tunisiens avaient formé le plus grand nombre des intellectuels, tellement de docteurs, tellement de comptables et tout ce qu'on peut imaginer. Ça a plongé aussi la Tunisie dans cette même dynamique. Et ils étaient devenus des bavards qui étaient sur toutes les chaînes de télé pour parler. Mais venu un moment où un président avait apporté une idée salvatrice pour sauver la Tunisie. Aujourd'hui, la Tunisie est un leader en Afrique. Il faut tirer des exemples à partir de là. Quand on se rend compte qu'on a toujours des docteurs, toujours des intellectuels, toujours des panafricains, bien le premier panafricain, je suis dépassé. On me parle des élections législatives et municipales. Monsieur UPC est le seul qui a utilisé un langage clair ici qu'on n'a pas écouté. Il dit qu'il faut que ces gens aient à l'élection pour avoir des finances. Bravo! J'aime quelqu'un qui est vraiment aussi lucide dans sa parole. Même si je ne suis pas d'accord qu'il faut aller à l'élection, au moins je suis d'accord que ces gens aussi veulent aller à l'élection pour manger de la sardine. Alors si quelqu'un me dit je vais aller à l'élection pour bouffer de la sardine parce que voilà les gars, c'est chaud, il n'y a plus rien dans la caisse, je peux au moins comprendre que oui, tu pars à l'élection pour manger la sardine, mais ce n'est pas parce que ça va changer grand chose. Parce que je vous dis en ce moment, aller à l'élection ou pas, Biya va toujours gouverner. Et j'ai aimé sa prise de parole. Je n'aime pas les gens qui veulent toujours nous contourner. Moi, c'est pourquoi je déteste le système francophone. Parce que les francophones, these people, they are stupid. Vraiment des stupides, je vous dis la vérité. Ils veulent toujours nous contourner. Ça, c'est quel amalgame. Nous sommes là en train de parler d'une situation du Cameroun. On sort d'un hold-up électoral, Biya nous a volé. Tu comprends? Il nous a piqué nos droits, il a piqué notre destin encore pour 7 ans. Il a détruit la vie de nos parents, il a détruit aussi la nôtre parce que nous sommes nés sous l'air Biya. Aujourd'hui, nous sommes à plus de 30 ans. Moi, je ne peux plus faire un concours au Cameroun, c'est fini. Donc le Cameroun, ce n'est plus un rêve pour moi. Mais je vais au moins sauver celui de ma femme et de mes enfants. Parce qu'en tant qu'homme, je dois me battre pour ma femme et mes enfants. Mais on se rend compte que dans ce pays, nous sommes devenus des éternels bavards. Il faut éduquer notre peuple. Moi, j'ai même dit, j'ai écouté un débat l'autre jour, on m'a fait comprendre que non, ils sont en train de négocier, nos sous-sols vont être... Je lui ai dit, écoutez, si Biya a donné 50% aux Européens pour gouverner, que Issa vienne donner 70% à ces gens et faire dégager Biya. Je vous dis, qu'il le dégage. Aucun pays dans le monde faisant partie du G7, G20 n'est devenu puissant à cause des ressources. On a besoin des ressources, mais
il faut former une jeunesse. C'est-à-dire désenvoûter la jeunesse camerounaise. Il faut d'abord commencer par là. Ces études que nous faisons nous ont détruit. Quand je suis ici plus de 2 heures de temps, je n'écoute rien des conseils. On va à l'élection, on va parler. Ça nous aide à quoi, les gars? La seule et unique solution qui va aider les Camerounais, que vous évitez depuis par peur et par lâcheté, c'est de monter à Biya une résolution de force. Et lui fait comprendre qu'on ne vole pas l'élection du peuple. C'est unique. Un homme qui fait ça signe son mandat de mort. Même aux États-Unis. Écoutez ce que le général d'état-major a dit à Donald Trump. Si vous êtes déclaré perdant, monsieur le président, vous irez. Si vous ne partez pas, vous connaissez la procédure. L'armée est constitutionnelle. Nous viendrons vous chercher et vous en payerez le prix. C'est comme ça. Mais au Cameroun, c'est une milice. Qui peut prendre la parole et dire ça à Biya? Personne. Parce que Biya a formé une milice tribale et il faut le reconnaître. Si on reconnaît d'abord que Biya est un homme dangereux pour le Cameroun, et pour chasser Biya, il faut même t'allier avec celui que tu n'aimes pas. C'est-à-dire si l'UPC n'aime pas le MSC, si le MSC n'aime pas Issa Tiroma, mais que si on se unit ensemble, parce que nous sommes tous ici des combattants, oui, on veut tout changer le Cameroun. Moi, je n'ai pas pour aimer les gens du MSC. Non, parce que moi-même, j'étais là-bas. Les gens, je le dis toujours aux gens, je sors de là-bas. Mais parce qu'ils m'ont tellement déçu depuis qu'ils commencent à faire cette division des élections. Ils n'ont pas le langage clair. En 2025, j'ai Issa Tiroma. Donc, il faut qu'on soit unis. On a vu avec Mussolini et Hitler. Hitler, lorsqu'il a été chassé pour la première fois, a demandé l'aide à Mussolini en Italie. Mussolini a dit non, tu es faible. Je ne constate pas en toi la capacité de diriger. Je ne peux pas aller avec toi. Mais quand Hitler est revenu en force, il a accepté quand même à nouveau de s'allier avec Mussolini parce qu'il voulait renverser l'ennemi commun. Mais pourquoi on est toujours assez divisé comme ça, les gars? C'est quoi l'étiquette de porter le nom de docteur alors qu'on ne peut rien écouter, s'il vous plaît? Aidez-moi. Est-ce que je suis le seul Camerounais idiot dans ce panel? Ou bien c'est moi qui n'arrive pas à vous comprendre? Bon, on va faire partie Biya avec ce discours de plus de 5 heures de temps alors qu'on n'écoute rien du tout. Mais essayons de donner, proposer des solutions. Donnons au peuple, disons au peuple, voici les solutions qu'on a en main. C'est nous qui avons voté Issa Tiroma. Qu'est-ce que moi j'ai à faire en tant que celui qui a donné ma voix à Issa Tiroma et non Issa Tiroma qui a reçu mon vote? Là est le problème du Camerounais. Le Camerounais s'attend toujours à celui que lui a donné le boulot. Nous sommes l'employeur du président. Quand on vole notre vote, parce qu'on n'a pas volé à Issa Tiroma, c'est à nous qu'on a volé. Il faut déjà comprendre ça. Si tu penses qu'on a volé à Issa Tiroma, tu te trompes. Il peut rester en Gambie. Il peut finir sa vie tranquillement. Mais toi, on t'a piqué 7 ans. On a piqué ton avenir. Tes études, on les a piquées. Donc, le jour qu'on va comprendre en tant que Camerounais, vraiment, ce pays va changer à la seconde. Mais si on ne comprend pas, on va rester là toujours à raconter du n'importe quoi. Avec beaucoup de respect pour vous, excusez-moi, mais proposez-nous des solutions parce que vous êtes nos amis. Moi, je n'ai même pas votre pédigré. Je ne suis pas allé loin avec les études. Je n'ai pas fait un Gaïkélé, mais je suis tellement dessus depuis que je suis là. Merci. Ok, merci Joe Big Five. Je n'ai pas de commentaire par rapport à ta prise de parole. Denis. Oui, bonjour à tout le monde. Bon, moi je suis là actuellement, j'ai suivi pas mal de choses. Je ne sais pas pourquoi tu me donnes la parole maintenant, c'est parce que je venais de me réveiller, comme je te l'avais dit par le départ, parce que plusieurs personnes ont pris la parole, je pense 2 ou 3 fois, et moi c'est la deuxième fois que j'interviens. Alors, comme je disais, j'ai suivi pas mal de choses. Déjà, je reviens en 56, parce qu'il y a une continuité historique quand même avec le présent. Il me semble que s'il est vrai que l'UPC a totalement boycotté les élections en 56, d'où vient-il donc qu'ils aient supporté sa propre réseau? Et beaucoup d'analystes UPCistes disaient qu'il fallait tenir compte de l'intelligence des situations et que même c'est cette intelligence des situations qui a continué avec Abissé Ikane, c'est exactement ce qu'il a aussi fait en investissant dans les Kanto et en soutenant effectivement Issa Tiroma. Et donc là, c'est l'intelligence des situations, quoique je pense que l'UPC prendra le temps de corriger ça après, ou alors il nous expliquera ce qui s'est vraiment passé et comment le soutien à sa propre réseau s'est opéré dans un boycott total. La deuxième des choses, c'est que la politique n'est pas un moment d'émotion. J'ai entendu Maître qui allait dans un scénario
Bon, scénario, on peut en faire des billets de scénario. Mais sauf que moi, j'ai toujours tendance à dire que tout ce qui est logique n'est pas toujours vrai. Les prémices peuvent être vraies, mais la conclusion peut aussi être fausse. Aller aux élections législatives et municipales, en réalité, ce n'est pas légitimer le pouvoir en place parce que lui, ce pouvoir en place a la capacité à se légitimer tout seul. Il n'a pas besoin de l'opposition pour se légitimer. Encore que Maître disait que lui, il a besoin, puisqu'il y a l'enjeu de la révision de la Constitution qui est en cours et que le système en place a besoin, n'est-ce pas, de grandes parties de l'opposition qui sont certainement le MRC. Mais moi, je dis que lui ne peut se prévaloir de sa propre turpitude. Je pense que le système en place a déjà le MRC d'une manière ou d'une autre. Si le MRC de Moïse Kamto ne part pas aux élections législatives, on va activer le MRC de Carlo Bodé. Et d'une manière ou d'une autre, ce MRC participera à ces élections législatives. Donc, de manière assez certaine, le MRC participera à ces élections. Et on n'y va pas pour reconnaître l'injustice causée à l'endroit d'Issa Tchiroma. Je pense qu'on y va. Je pense que qu'est-ce que je veux dire? Cette injustice-là, si on y va, c'est refuser qu'elle soit totale. Et le vrai danger, c'est de ne pas. Le vrai danger n'est pas de participer, mais le vrai danger est de disparaître. Je pense que si les partis de l'opposition, les vrais, tels que vous le dites, entre guillemets, ne partent pas, ils vont disparaître. Notamment le cas du MRC. Le MRC ne peut plus se donner le luxe de ne pas assister à deux élections, à l'élection législative, d'autant plus qu'il n'a pas assisté en 2020. Il ne peut plus se permettre ce luxe-là. Franchement, il faut se dire la vérité. Et encore que maintenant, vous nous dites qu'il y a un élu qui est Tchiroma. Oui, mais on veut bien y croire. Mais quels sont les gages que Tchiroma met en perspective pour nous montrer qu'il peut nécessairement reprendre le pouvoir de Paul Biya? Comme je l'ai dit à ma première prise de parole, il n'y a pas de velléité insurrectionnelle dans le parti du Cameroun francophone qui nous montre que, effectivement, Tchiroma a les cartes en main pour renverser ce système en place, d'autant plus que lui-même dit qu'il a besoin d'argent. Donc moi je pense que les mécanismes nécessaires pour pouvoir activer une insurrection, on ne les a pas encore. Et donc le MRC a été à cette place-là en 2020. Si le MRC a décidé d'aller de l'avant, c'est parce qu'il a compris avec le recul que Issa Tchiroma n'a pas les moyens de sa propre politique. Et donc il faut que le MRC qui continue à avancer, qui continue à vivre. Je reviens donc maintenant, ça c'est le dernier pan de ma réflexion, sur ce que le docteur Afane a dit. Il disait que le peuple camerounais est prêt et que c'est le peuple le plus politisé, je crois, de l'Afrique subsaharienne. Et moi j'ai bondi de ma chaise, j'ai dit, mais putain, je ne pense pas qu'on regarde cette société ou alors qu'on pose le même diagnostic. Avons-nous affaire à un peuple politique ou à une population administrée au Cameroun? Ça, c'est la question fondamentale. Et je pense que si on avait posé le diagnostic de cette façon-là, je pense que peut-être qu'on aurait pu avancer politiquement. Parce que pour moi, nous avons une population, nous n'avons pas un peuple. Et je vais établir la différence entre les deux. Parce que la population, c'est un fait. Ce sont des individus qui vivent, travaillent, vivent sur un territoire, ils subissent les injustices, les mêmes, des prix, les pénuries, etc. Ils s'adaptent, ils contournent, ils tiennent. Le peuple, lui, par contre, est une construction. Le peuple naît quand une population cesse de se percevoir comme une addition des destins individuels et commence à se reconnaître comme un sujet collectif. Le Cameroun, quand on revient, le Cameroun souffre. Mais la souffrance ne suffit pas à faire un peuple. Nous avons une population lucide, mais fragmentée. Nous l'avons constaté, lors des élections 2025 du PC. Nous avons vu comment est-ce qu'on a instrumentalisé cette population à partir des discours communautaires, à partir des discours villageois. Donc, nous avons
une population fragmentée, chacun sait que quelque chose ne va pas, mais chacun le sait dans son quartier, dans sa communauté, dans sa région. La colère, elle est réelle, mais elle est dispersée au Cameroun. Elle est dispersée au Cameroun. Et nous avons l'histoire, notre histoire nous a laissé des séquelles. Les répressions du passé ont laissé une mémoire silencieuse, celle que contester en réalité, généralement, ne mène à rien parce que d'une manière ou d'une autre, elle n'aboutit pas à des victoires. Moi, je n'ai pas vu une contestation au Cameroun qui a abouti à une victoire. Donc, pour moi, pour dire que une révolte n'est pas un accident, c'est le résultat d'un long travail invisible. Et ce travail passe parce que j'ai dit dans ma première prise de position, par l'éducation civique, l'organisation locale, le langage commun, la confiance partagée. Haïti était sur ce panel tout à l'heure là. Il a dit, mais bon sang, comment est-ce possible que ces gens-là n'arrivent même pas à pouvoir coaliser, à pouvoir se rassembler, à pouvoir parler d'une même voix, alors qu'ils sont de l'opposition, alors que, disent-ils, ils protègent les mêmes intérêts. Comment est-ce possible? Est-ce que c'est ce type de personnes-là qu'on estime qu'ils peuvent impulser un changement au Cameroun? Donc, je peux dire que en réalité, il faut faire la différence entre la population que nous sommes et les exigences du peuple que nous devions être. Au Cameroun, nous ne sommes pas prêts. Nous ne sommes pas du tout prêts. Il y a des préalables que nous devons faire. Si nous ne faisons pas ces préalables, qui sont la pédagogie, l'éducation, la formation, je vous jure que tout ce que nous allons faire par après là, ce sera l'échec. On ira d'échec en échec. On a besoin d'un travail patient de transformation de la conscience collective au Cameroun. On doit organiser la colère qu'il y a au Cameroun. Et le jour où les Camerounais comprendront que leur destin est lié, non pas par le tribalisme, non pas par les divisions communautaires, mais par l'intérêt commun, ce jour-là, la population camerounaise deviendra un peu. Et alors seulement, le changement deviendra possible. Mais pour l'instant, on prend le recul, nous ne sommes pas un peuple. Nous sommes une population qu'on peut instrumentaliser à la gloire du chef, à la gloire de Paul Biya. Lorsque son pouvoir vacille, il active le levier tribal pour que toutes les communautés, ou alors les communautés, certaines communautés se liguent contre les autres pour se solidariser autour de son pouvoir et pour faire en sorte que ce pouvoir-là ne vacille pas. Donc, nous devons travailler à relier les consciences camerounaises et à faire en sorte que ces consciences convergent vers une même direction. Autrement, tout ce que nous parlons ici là, on ne pourra même pas tenir une insurrection. Je m'arrête là pour l'instant. Ok. Merci, Denis, merci. On arrive à la fin de ce panel, donc chacun aura un dernier mot. Pour ma part, le débat a été riche. J'ai appris pas mal de choses. Ça m'a permis de revoir mes positions. Mais il y a quelque chose qui m'interpelle et je veux aussi vous interpeller pour que la dernière prise de parole soit riche. Contrairement à beaucoup d'entre vous, je milite dans un parti qui reçoit des coups. Et j'ai pris la décision depuis mon jeune âge de rester dans ce parti malgré les coups. Et ce que les élus m'ont appris dans le parti, c'est que quand vous recevez des coups, vous devez être capable de faire une passe à ceux qui sont mieux placés. C'est ainsi qu'en 92, l'UPC a fait ce qu'elle a fait avec les SDF. C'est ainsi qu'en 2025, l'UPC a fait exactement la même chose. Et lorsque Ekana Nissé dit l'Union pour le changement, on dit UPC, ce n'est pas un hasard. Le terme UPC, Union pour le changement, apparaît en 1992 lorsque l'UPC est sûr qu'elle n'ira pas aux élections et qu'on va empêcher sa présence aux élections.
Mokoko Priso, à l'époque, qui est secrétaire national de l'organisation, qui va écrire, qui va être la cheville ouvrière de la plateforme de l'Union pour le changement, c'est lui qui mettra le sigle UPC, Union pour le changement, pour que les UPC se reconnaissent là-dedans et qu'ils engagent la lutte. Docteur, tu as dit qu'on ne reviendra pas au passé. Non, on est obligé de revenir au passé parce que le passé nous enseigne beaucoup de choses. D'abord, le passé nous enseigne que le passé de 55 au passé actuel nous enseigne que aucun changement n'est possible sans une lutte révolutionnaire armée, effective ou dissuasive. Regardons dans le monde. On ne change pas un régime avec le droit. Aucun régime ne change avec le droit. Tous les régimes qu'on a fait sauter, c'est toujours par la force militaire ou paramilitaire, effective ou dissuasive. Et on ne l'a pas. C'est ça la réalité, on ne l'a pas. Mais cela ne veut pas dire que la personne qui incarne cette lutte de changement aujourd'hui, ça ne veut pas dire que cette personne, on doit dire, elle ne vaut rien. Non, elle est dans le combat. Comment arriver donc à juguler les pro-élections qui ont certainement leur raison? Je ne parle pas de ceux qui sont inféodés et qui veulent légitimer, comme on utilisait le terme, légitimer le pouvoir en place. Je parle de ceux qui pensent, à tort ou à raison, qu'ils peuvent faire quelque chose. Comment arriver à juguler cela? Et ceux qui disent qu'on veut être dans cette revendication pour dire que le RDPC, le président Paul Biya, ne peut pas organiser une élection parce qu'il n'est pas légitime, parce qu'il n'a pas gagné les élections. Comment on peut arriver à mettre les deux ensemble pour pouvoir avancer? Parce que si on se trompe en pensant que le système va changer avec les élections, ou en pensant que avec tout ce qu'on fait, le droit, la Chine de Pékin parle, ça va changer, ça ne changera pas. Parce qu'on n'invente pas la roue. On n'invente pas les solutions. On regarde les modèles, on regarde les solutions qui ont marché, on met ça sous forme de modèle et on se dit, en suivant cette direction et avec nos propres spécificités, on peut faire capoter les choses et donner aux Camerounais le changement dont il est possible. Comment on fait? Donc je voudrais que chacun d'entre vous qui va prendre la parole là maintenant pour la dernière prise de parole, qu'on sorte des discours, qu'on sorte de l'idéologie et qu'on reste véritablement dans l'action. Et c'est ce que l'UPC appelait l'intelligence des situations. Et elle l'a pratiqué. Parce que même quand les UPC ont été exclus, Oumyobé faisait toujours des correspondances à André-Marie Bida. Mais ça dit tout à l'heure que André-Marie Bida a épousé les thèses UP6. En réalité, il y a deux André-Marie Bida. Il y a le 1 et il y a le 2. Moi, je retiens le 2. Parce que c'est le 2 qui a montré effectivement que les Camerounais ne peuvent pas être des chiffons. Et c'est pour ça qu'on l'a écarté. Je préfère celui-là. Parce que c'est celui-là qui a maintenu la correspondance. C'est celui-là qui est, en fait, c'est la transformation du premier que Oumyobé n'avait jamais lâché et chaque fois Oumyobé faisait des correspondances avec lui. Et sa dernière correspondance anecdotique, c'était celle contre le tribalisme. C'est cela. Et c'est ce que Ikana Nissé a pratiqué. Beaucoup de personnes ont dit qu'il était un pion du régime à un moment donné. Oui, il marchait avec eux. Mais il savait ce qu'il faisait. Il savait très bien ce qu'il faisait. Donc, on fait comment aujourd'hui? Est-ce qu'on va continuer à faire? Parce que le MLC aujourd'hui se rend compte de la bêtise qu'il a faite en 2020, de dire que les autres sont des traîtres. Est-ce qu'il faut rentrer dans la même bêtise? Moi, je ne veux pas accuser le MLC, je veux dire que le MLC a appris. Mais est-ce qu'il faut que le FNSMC fasse la même erreur? Autre chose, rien ne garantit que le FSMC n'ira pas aux élections. Hein? Ce n'est pas parce que Issa Tirom a parlé depuis la Gambie que ce parti n'ira pas aux élections. Parce que le pouvoir est capable de susciter une révolte à l'intérieur. Le FSMC n'est pas un parti révolutionnaire. Hein? Ces gens qui sont à l'intérieur de ce parti ne sont pas des révolutionnaires. Beaucoup sont surpris par ce qui arrive. Vous avez vu le dernier porte-parole qu'on a mis à l'étroit,
j'oublie son nom, le docteur, je ne sais plus ce docteur qu'on avait mis à l'étroit. Parce que lui, il ne comprenait pas ce qui arrivait. On est dans une situation extrêmement complexe. Et je pense que les clivages sont extrêmement dangereux. Le manichéisme est extrêmement dangereux. Qu'est-ce qu'on fait pour que le combat continue, pour que ceux qui ont été ensemble à l'élection de 2027 ne se séparent pas pour des simples questions idéologiques? Je vous donne la parole, chacun prend tour à tour. On peut commencer par le haut. Non, je préfère commencer par Yann parce que lui... non, je commence et je descends. Ok, vas-y. Voilà, donc je remercie d'abord UPC de nous avoir réunis aujourd'hui. Hein. Donc aussi, j'ai beaucoup plus de notes. Hein. Vraiment, le problème, la thématique était très intéressante. Et ça m'a permis de revisiter mes positions. J'ai beaucoup pris de notes, Armel. Armel, merci quand même pour tes interventions. Le docteur Afana, que je suis tout le temps. Il a aussi évoqué, surtout développé une autre direction que je ne voyais pas bien et Denis que je connais très bien. Je vous remercie tous. Le panel a été d'un très très grand niveau. Le sujet, c'est un sujet pas évident. Pas évident. La solution banale n'existait pas. Et nous allons continuer encore à faire une bouche de différentes solutions parce que le but de nous tous qui sommes autour de ce panel, c'est le changement de ce régime, de ce système et l'avènement d'un nouveau système pour un Cameroun meilleur. Voilà, docteur Afana, Ahmed et les autres, je vous remercie et bonne nuit. Au revoir. Merci, Albert, merci. Alors, qui veut prendre la parole comme c'est je vais donner la parole à Yann. Voilà, Yann. Oui, merci. UPC. Avant de prendre la parole, je voudrais adresser une doléance à Maître Timman. Je ne connais pas très bien son programme, mais je crois qu'on a notre jeune sœur là, Asibi, qui a un panel qu'elle anime souvent et elle aimerait vous inviter. Alors je ne sais pas si elle peut vous écrire une box, maître, ou je ne sais pas. Il n'y a pas de maître qui va être très ouvert. Il faut qu'elle écrive une box, hein. Ça ne posera pas de problème. Je ne sais pas pour lui, mais je pense qu'il va pas encore te dire. D'accord, merci. Merci. Bon, du coup, UPC, tu vois, tu reviens à la problématique fondamentale que j'ai relevée tout à l'heure. C'est qu'est-ce qu'on fait? Bon, une fois qu'on a analysé, moi je pense qu'il y a 3 options qui s'offrent à nous. Ce régime ne peut que... Si on veut aller, il y a soit les élections, il y a soit la méthode forte, la révolution, soit... je dirais des forces endogènes telles que la communauté internationale. Voilà. Malheureusement, on ne peut pas souhaiter cela, mais bizarrement, c'est l'option qui s'offre le mieux à nous. Pour la révolution, il y a également 2 formes. Il y a soit comment on appelle ça, je ne sais pas comment je vais coder ça, soit le Toto, soit la révolution populaire. Et pour le Toto, c'est une méthode simple. Hein. On cherche 1 million de Camerounais qui peuvent donner 500 euros. On a 500 000 francs CFA, voilà. Si on peut avoir 1 million de Camerounais qui peuvent donner 500 000 francs CFA, on peut faire notre révolution de Toto. Ça, c'est possible. Maintenant, pour la révolution... Attends. Fausse solution. Parce que le monde vous arrête là tout de suite. Ouais. Tout de suite. Fausse solution. Ouais. Continue. Parce que tu donnes 500 euros pour une action pareille et que tu es américain, européen ou camerounais ou les gouvernements là vont t'arrêter parce qu'ils ne voudront pas qu'on dise qu'ils ont favorisé sur le sol. Tout à fait. Voilà. Donc, c'est pas une solution. Maintenant, oui, ça c'est une solution qui a malheureusement un inconvénient, comme tu viens de le relever. La deuxième chose, c'est la révolution populaire.
Voilà, ça, c'est quelque chose qui pouvait être possible si on pouvait comprendre notre peuple, le peuple camerounais. C'est-à-dire si on pouvait le manager, à l'amener à se lever comme il s'est levé au soir du 12 octobre 2025. Aujourd'hui, le temps a effrité les élans et voilà. Peut-être en allant aux élections prochaines, comme l'a si bien dit Dr Afana, ça peut ressusciter, ça peut, comment je vais dire ça, ça peut déclencher de nouveau ce phénomène-là. Mais la soldatesque, la milice de Biya va encore tirer sur des Camerounais et on aura encore des morts. Aller aux élections, troisième solution, il faudrait bien qu'on affûte nos armes. Je suis un peu, comment je vais dire ça, j'ai pas envie de dire que je suis déçu, mais j'ai très mal parce que le peuple camerounais est un peuple complexe et la situation au Cameroun est une situation bien plus encore complexe. Ça fait très mal parce que on n'a pas assez de cartes qui puissent nous permettre de comprendre ou d'orienter les choses. Mais moi je vais dire, et là je sors par là, je pense qu'il faut militer pour que les leaders Issa Chiroma et Maurice Kamto se parlent. Il faut qu'ils se parlent, il faut qu'ils se concertent, il faut qu'ils puissent en tout cas se parler pour mettre sur pied une dynamique qui va créer le contre-poids. Parce que les gens demandent à chaque fois quelles sont les propositions. Je pense que le premier acte qu'il faut faire, c'est que ces deux leaders se parlent froidement, avec honnêteté, et puissent proposer quelque chose aux Camerounais. Maître Timbane a dit entre autres, par exemple, qu'il fallait peut-être exiger la refonte du code électoral. De mon point de vue, ce sera un peu compliqué. Mais moi, je pense que s'il y a une dynamique, FSNC, MRC, Manidem, et tout ce qui est UPC là, si on peut les avoir tous dans un même local pour qu'ils se parlent, ça peut donner quelque chose. Moi je pense que ça peut donner quelque chose. Que ce soit en boycottant ou en allant à ces élections, ça peut donner quelque chose. Donc je vais m'arrêter là. Merci pour ton panel UPC. Merci également à tous ceux qui ont participé. Bonne soirée à vous. Merci beaucoup. Merci Yann pour cette prise de parole. Docteur Afana. Bon, UPC, il ne va pas être long. Sinon, d'autres personnes risquent toujours de ne pas comprendre, mais je ne suis pas responsable s'il y a des gens qui ne comprennent pas ce que je dis. Ça, c'est un problème. Ce que je veux dire, c'est quoi? Quand tu écoutes ce que Yann vient de dire, il te dit qu'il faut que les leaders se parlent. Mais ce que je te dis, ils ne font pas la politique. Ils ne font pas la politique. Si les leaders politiques, j'avais fait une simulation, tu prends le FSNC, qui a le vent en poupe, parce que c'est le parti d'Issa Chiroma Bakari. Tu prends le MRC, qui a une assise politique, même s'il y a des choses qu'on peut lui reprocher. Tu peux ajouter d'autres petits partis autour de ça. Si ces gens faisaient la politique, je t'ai dit, et c'est pas ça que j'avais commencé. Quand je t'ai dit que moi j'ai commencé, j'ai écrit à certaines personnes en inbox, on s'est maintenant commencé à parler, pour pousser ces gens à se parler. D'accord? Mais sauf que les gens sont dans des positions divines, y compris les gens qui les suivent. Quand tu écoutes le langage des gens ici, qui créent les autres d'infiltrés, qui créent les autres de créer. Les gars sont en jeu, ils ne sont pas dans le réalisme politique. Les autres disent que non, il faut pas, on va faire la révolution, on va bagarrer. Mais la bagarre, il y a eu lieu, la bagarre a eu lieu, ça n'a pas payé. Il faut se préparer pour faire une autre bagarre, monsieur. Pour ce qui s'est passé en octobre, c'était pas la bagarre, c'était la bagarre. Le régime a résisté, monsieur. C'était pas les amusements. Le régime a résisté. D'accord? C'est pas comme si en octobre, il n'y a rien eu. Quand on disait que non, il faut la révolution populaire. En octobre, c'était quoi la révolution des animaux sauvages? Mais arrêtons ça, s'il vous plaît, les gars. Et arrêtez toujours, je dis ce langage d'agents secrets, infiltrés, espions, et créés, c'est pas bon. Chaque parti politique est d'abord responsable de lui-même. Il peut décider d'aller ou de ne pas aller. Et je dis la politique, c'est l'art du compromis. Et ces leaders qui sont incapables de générer le compromis et de ne pas dire une chose, peut-être m'a pas bien compris. Je disais pas qu'il y a un peuple camerounais. Si tu me suis depuis, tu sais que je dis toujours qu'il n'y a pas le peuple camerounais, mais qu'il y a le peuple camerounais.
Moi, je parlais de la population camerounaise dans son ensemble. Je disais que c'est une population fortement politisée. Mais il faut maintenant des leaders capables aussi donc, de faire la politique pour capitaliser sur cette population fortement politisée. C'est là que je m'arrête. Passez une bonne nuit. Merci à Maître pour avoir été avec nous et à tous ceux qui ont été là. Bonne soirée, UPC. Merci beaucoup, docteur. Merci pour ta présence ici. Denis, pour ton dernier mot. Le porte-parole de Issa Tchourouma dont tu parlais là, il voulait voir ses enfants grandir. C'est pas quelqu'un qui était préparé à subir une pression politique. Très vite que la pression s'est exercée, il a fui. Donc c'est un peu comme ça que les Camerounais sont dans leur ensemble. Il y a quelques individualités qui arrivent à transcender cette pression-là. Mais il faut dire quand même que quelque part, on est un peu comme ça. Mais je veux dire que au-delà de tout, le changement au Cameroun ne sera opérationnel que lorsque nous serons des citoyens. Parce que un citoyen, c'est quelqu'un qui comprend les enjeux de son environnement. C'est quelqu'un qui sait qu'il a des devoirs et aussi des droits. C'est quelqu'un qui sait défendre ses droits-là. Or, la citoyenneté s'est construite. Je pense que le système en place a absolument tout fait pour détruire cette citoyenneté, pour que les Camerounais ne prennent pas conscience des enjeux qui sont les leurs. Vous voyez bien que les environnements de construction de savoir, d'élaboration de savoir au Cameroun, qui sont nos universités, vous voyez bien avec quoi ces universités sont entourées. Autour de nos universités, qu'est-ce qu'il y a? Il y a toutes sortes de mécanismes de divertissement qui sont des ventes emportées. C'est-à-dire qu'à peine tu sors du cours, tu vas prendre une et tu oublies l'éducation civique, tu oublies les enjeux et tu orientes, n'est-ce pas, ton énergie, non pas pour la libération de ton peuple, mais pour une libération individuelle, c'est-à-dire qu'une survie individuelle dans un contexte totalement apprivoisé. Donc voilà comment ce système a détruit toute citoyenneté en nous. Il s'agit donc aujourd'hui que l'opposition fasse le bon diagnostic, parce que de moment des histoires politiques au Cameroun, à chaque fois qu'une élection se termine, je n'ai pas vu un parti politique qui a fait un diagnostic, un bilan, et qui nous a mis en perspective les erreurs de cette participation à cette élection présidentielle et comment est-ce que ils ont postulé les solutions afin que les erreurs d'hier ne deviennent pas les mêmes erreurs d'aujourd'hui. Donc on avance toujours comme ça, de façon masquée, parce qu'on veut tout simplement survivre. Donc il y a d'une manière ou d'une autre une nécessité à la formation politique. Parce que on ne fait pas de la politique en baradant sur les réseaux sociaux, on ne fait pas de la politique en suscitant une certaine effervescence autour des problématiques politiques, mais en prenant conscience de notre environnement, en prenant conscience de nos droits et de notre volonté et capacité à pouvoir défendre nos droits. Malheureusement, on n'en est pas encore là. Donc, je suggère que les partis politiques fassent leur travail avec la société civile et qui s'engagent, n'est-ce pas, à éduquer cette population-là, à sensibiliser cette population-là, à mettre tous les éléments nécessaires, moraux, éthiques, tout ce qu'il faut pour que cette population-là se réveille et transcende le construit que le système a bien voulu faire en nous. Donc je pense que ce n'est que comme ça qu'on pourra effectivement se libérer. Donc je dis merci à tout le monde qui était là, le panel a été très relevé, j'ai appris pas mal de choses, donc voilà, bonsoir à tous. Merci. Alors Joe, très rapidement, tu as un mot de fin? Tu peux y aller. Le mot de fin que je peux dire, c'est que les Camerounais apprennent à devenir un peuple, vu que nous sommes des micro-nations dans une nation et voilà, divisés sur toute la ligne. C'est tout ce que je peux dire, c'est compliqué d'écouter et de voir comment on se dispute, on s'entre-déchire quand même, alors qu'on se dit qu'on est tous du côté du changement. Voilà, donc il faut déjà apprendre aux enfants leurs droits à partir de l'enfance. C'est très important l'éducation informelle.
Voilà. Et monter aux gens, aux Camerounais, la voie qui va nous permettre de laisser le côté individuel, parce que le Camerounais est très individuel, c'est pas bon. Chacun veut montrer qu'il est arrivé au top, chacun veut montrer que c'est lui qui est capable de tout. Et c'est dans cette longueur qu'on est, et c'est compliqué. C'est tout ce que moi je peux dire au Camerounais. Mais je sais qu'il y aura changement. Si ce n'est pas un matin ou un soir, mais quand il y aura changement, il ne faut pas laisser la même bêtise se produire où quelqu'un vient passer tout ça, même s'il est bon comment. Voilà. Mais je suis sûr et certain qu'il y aura changement. Et on ne peut pas compter sur tous les Camerounais pour avoir 1 million de Camerounais qui vont faire la révolution. Non. Même 100 000 personnes suffisent pour faire une révolution. C'est possible. Mais seulement, il faut avoir de la parole, il faut communiquer, même, et pas communiquer même à nos leaders. Moi, j'étais dans un panel de Maman Alice, comme je l'ai fait comprendre là-bas, que non, vous vous comportez comme si on ne nous a pas volé. Voilà, tout est silencieux, on écoute bien. Elle était tout à fait d'accord avec moi, mais elle a dit des trucs après. Je lui ai dit oui. Voilà, je lui ai fait comprendre ça. On nous a volé, mais vous vous comportez comme si on n'a pas volé au Camerounais. Et au point même que je vois les autres vont aux élections, bon, c'est compliqué. Moi, je vous souhaite une bonne soirée et j'espère que vraiment dans l'avenir, ça va changer. La mentalité aussi va changer pour le bien de notre peuple. Merci. Merci Assili. Alors, maître, le mot de fin, je vous ai gardé volontairement, toi et Armel, parce que votre positionnement me plaît beaucoup. J'assimile ça à ce qu'on appelle la veille révolutionnaire. Parce que même si je ne partage pas en partie votre positionnement, j'aime savoir que ce positionnement existe pour que si jamais moi je me trompe ou que si les autres se trompent, que par votre positionnement on puisse se rattraper. Donc je te laisse le mot de fin, après ça sera Armel. Oui, bon, voilà. Donc, moi, c'est pour les solutions. Hein. La solution, c'est ce qui a été proposé là tout à l'heure, qu'il faut que les leaders là se parlent, qu'on les amène à se parler. Bon, le docteur Afanda, il a dit que, voilà, les états-majors ne sont pas d'accord, les deux leaders ne sont pas amis. Non, ça, c'est des négociations, Il y a quelqu'un qui a pris l'exemple de Mussolini et d'Hitler ici. On a vu qu'après, ils ont marché ensemble. Donc, tout ça, c'est une question de négociation et de l'intérêt général. C'est une question d'intérêt général. Le peuple camerounais est en danger. Et ce rapport, ce front, parce que j'appelle ça le front républicain, qui va donc associer les deux leaders et tous les autres partis, sociétés civiles se mettront là-dedans, on peut avoir une cinquantaine de partis. Le pouvoir de Yaoundé a un problème. Le pouvoir de Yaoundé a un problème de légitimité. Et cette légitimité, ce n'est pas simplement légitimité pour dire légitimité. Le pouvoir de Yaoundé a une question de survie économique en ce moment. Vous avez vu que l'Union européenne n'a pas félicité le président Biya pour sa entre guillemets, son élection. Ils ont pris note des résultats du Conseil constitutionnel. Même pas acte, mais note. Ça veut dire ce que ça veut dire. Donc l'Union européenne ne l'a pas félicité. Or, c'est l'Union européenne qui est au FMI. C'est le conseil d'administration du FMI, c'est l'Union européenne. C'est pour ça que vous voyez que la plupart des présidents, des directeurs généraux du FMI sont des Français, c'est des Européens. Celle qui est là, c'est une Européenne. Il y a eu Madame Lagarde. Avant Madame Lagarde, il y a eu Strauss-Kahn. Avant Strauss-Kahn, il y a eu même le Français, là, comment on l'appelait, qui était comme dessus. Vous voyez, tu étais ces gens. La dame qui est là maintenant, c'est une Européenne. Donc, quand les pays européens ne te félicitent pas, ça veut dire que même au niveau du FMI, ils risquent de ne pas t'aider là-bas. Or, le budget du Cameroun doit être financé à hauteur de 70% par les emprunts. Ils n'ont pas de FMI avec eux. Pourquoi ils n'ont pas de FMI? Parce que la communauté internationale, dont l'Union européenne, n'est pas d'accord avec ce qui se passe politiquement au Cameroun. Donc, pour qu'ils s'en sortent, il faut qu'ils aient ce qu'on appelle une sorte d'accord politique avec l'opposition, la vraie opposition. Et les pays européens, ces pays qui sont au FMI et tout le reste, connaissent bien qui est opposant. Donc même s'ils fabriquent des opposants pour aller au législatif, ça ne résout pas le problème. Ils ont besoin d'une chose. Soit ils ont Chiroma avec eux, soit ils ont
Maurice Kamto avec eux. Voilà l'enjeu. Voilà l'enjeu. S'ils n'ont pas une de ces personnes dans leur groupe pour les accompagner dans leurs institutions, ils n'auront jamais, je dis jamais, au grand jamais, merci, merci, ils n'auront au grand jamais, merci, ils n'auront au grand, je dis au grand jamais, ils n'auront au grand jamais les financements qu'ils veulent. Vous avez vu ce qui s'est passé à Brazzaville? Ils sont retrouvés là-bas, ils se sont encore envoyés vers le FMI. Allons négocier avec le FMI. Le FMI, c'est l'Union européenne. Le FMI, c'est l'Union européenne. Et l'Union européenne n'a pas félicité. Donc, ce régime est à la quête permanente et accrue d'une coalition avec un grand leader de l'opposition. Donc, nous sommes en position de force. Si Maurice Kamto, le professeur Maurice Kamto et Issa Chiroma, les deux grands leaders, sur la base de leurs résultats électoraux, c'est-à-dire que 2018, Maurice Kamto et 2025, Issa Chiroma, se mettent ensemble pour exiger la réforme du code électoral préalable à tout, parce que c'est ça que le président Chiroma a dit, qu'il faut des réformes institutionnelles. Il n'a pas dit qu'il ne va pas aux élections, mais il a dit qu'il a reçu mandat de faire des réformes institutionnelles, des réformes électorales pour permettre qu'il y ait des élections libres et transparentes au Cameroun. Et il en tient, et il parle de ça, et il est très précis là-dessus. Donc, si ces deux-là se mettent ensemble, avec les autres partis politiques, cinquantaine de partis politiques, on peut appeler les partis satellites de l'opposition, pas satellites du régime, mais satellites de l'opposition, qui se mettent ensemble, je vous garantis que le pouvoir de Yaoundé ne peut rien faire. Ils vont réformer le code électoral. Ils ne peuvent rien faire parce que les Occidentaux, ceux qui financent, qui leur donnent l'argent, ils n'ont pas d'argent pour financer leur budget. Vous avez vu l'autre jour, le président a signé 1650 milliards pour aller financer les budgets. C'est pour rentrer dans le budget en fait. C'est ça. Ça a été autorisé par le Parlement dans la loi de finances. Donc ils ont un problème d'argent. Ils ne recherchent pas le MRC pour rien. C'est parce qu'ils veulent que le MRC rentre dans le jeu. Ça va permettre aussi qu'ils libèrent les fonds et ça va aussi leur donner la légitimité pour modifier la Constitution. Donc nous sommes le rapport de force politique, je dirais même le rapport de force politico-économique est là. Il suffit simplement que ces leaders-là se mettent ensemble et c'est réglé. Et on va sécuriser maintenant les conditions d'éligibilité à la prochaine élection présidentielle. On va sécuriser l'alternance. Donc ne négligez pas ça. C'est pour ça que nous devons pousser les deux à se mettre ensemble. Et c'est ce que moi je fais tout le temps. Je ne fais que le dire. Que mettez-vous ensemble. J'ai comme l'impression que vous ne le faites pas. Je ne sais pas s'ils ont des veilles économiques autour d'eux. Des veilles dans des partis pour comprendre ce qui se passe. Pourquoi il n'y a pas de gouvernement? Vous savez que pour qu'il y ait un gouvernement au Cameroun, le FMI a son droit de regard. Ils ne peuvent pas faire ce gouvernement s'il n'y a pas de coalition politique, même s'ils le font, ça ne va pas débloquer des fonds. Ils ne parviennent pas à débloquer l'argent. Je vous dis, vous savez le FMI c'est quoi? Le FMI te donne ce qu'on appelle une caution, qui te permet d'aller emprunter l'argent partout dans le monde. Si tu n'as pas la caution du FMI, personne ne t'empruntera. Et s'il y a des gens qui vont t'emprunter, ce sont les fonds vautours qui vont t'emprunter au taux prohibitif de 40% de taux d'intérêt. Et ça, c'est inadmissible puisque le Parlement n'autorise pas. Donc, ils sont coincés là où ils sont. Moi, je demande vraiment, je ne sais pas pourquoi, je ne sais pas, toutes ces personnes qui sont autour de ces leaders-là, est-ce qu'elles ne font pas des analyses pour comprendre cette réalité? Que le pouvoir, là, les gens veulent le gouvernement ne sortira pas tant qu'il n'y a pas cet accord politique. Parce qu'ils savent que s'ils font leur gouvernement avec leurs petits arrangements, ça ne va pas débloquer l'argent au FMI. Ça ne va pas débloquer les financements. Donc, ils sont coincés. Voilà. Donc, on a l'avantage, ce n'est pas comme des années antérieures. Cette fois-ci, on a cet avantage-là. Que l'Union européenne ne les a pas félicités pour l'élection. Et je répète pour ceux qui arrivent, c'est l'Union européenne qui est là-bas au FMI. C'est l'Union européenne qui contrôle là-bas au FMI. Et quand tu n'as pas là-bas du FMI, on te prête pas de l'argent. On ne te prête pas de l'argent. Ils ont même, d'autres vont proposer au niveau du FMI qu'on dévalue le franc CFA pour limiter les importations et essayer d'économiser les devises.
Mais comme l'élection de Sassou Nguesso, c'est au mois de mars, il ne pouvait donc pas déclarer la dévaluation là, à Brazzaville. C'était dangereux pour Sassou Nguesso. Il a dit que non, vraiment, moi, ne venez pas faire ça chez moi. Et si on peut renvoyer ça dans deux mois quelque part, 2 ou 3 mois, on va gérer ça. Ou bien c'est bien dans un mois. Vous pouvez apprendre même dans un mois qu'on a dévalué, même la semaine prochaine qu'on a dévalué le franc CFA. Mais Sassou Nguesso ne voulait pas que ça se fasse chez lui. Hein. Donc il faut qu'on comprenne ça. Le rapport de force est en notre faveur de force du changement. Et ce que nous demandons est légitime. Qu'on reforme le code électoral avant que nous allions à ces élections. Parce que même si nous allions aux élections, nous ne sommes pas en train de remettre en question la victoire du président Issa Chiroma, non. Parce que si c'est lui qui décide avec l'autre que allons aux élections, au contraire, ça renforce son pouvoir. Ça veut dire que c'est lui qui contrôle l'affaire. Donc, si le président Chiroma ne refusera pas d'aller aux élections, si c'est lui qui fixe le cap, parce que là, à ce moment-là, il va asseoir son autorité en tant que celui qui a gagné cette élection. Donc voilà, donc je remercie tout le monde, ceux qui étaient là. Merci UPC, on aura l'occasion prochainement. Bon, je vais descendre, je vais écouter Armel. Vous savez que c'est Armel qui est au cœur du... Donc elle va nous donner le mot de fin. Elle a certainement bien suivi toutes nos doléances à l'égard de son président, puisqu'elle est porte-parole. Merci, UPC. Merci. Ok. Merci, Montre. Donc, merci pour le panel, pour les échanges qu'on a eu ici, même si il y a eu des passes d'armes. Bon, c'est le débat politique. Hein. Bon, moi, je sors de ce panel étant optimiste parce que je pense qu'on a toutes les raisons d'espérer que cette fois-ci, notre pays va vraiment sortir de l'ornière. Nous avons une carte à jouer. La crise électorale n'est pas derrière nous. Nous pouvons encore, parce que ce qui a été fait le 12 octobre était un signal qui a démontré que le peuple camerounais était suffisamment mature pour savoir ce qu'il veut. Parce que quand on dit que le peuple n'est pas prêt, il n'est pas mature, en réalité, c'est un peu l'infantiliser. Les Camerounais savent ce qu'ils vivent. Et ce n'est pas d'hier, ça fait des décennies qu'on demande les mêmes choses, qu'on réclame la justice sociale, qu'on réclame l'eau, l'électricité et tout ce qui nous manque au Cameroun sans qu'on voit les choses s'améliorer. Donc, les Camerounais ont déjà vomi ce régime. Ils n'en veulent plus. Ça ne sert à rien de mettre des petits sparadraps. Et on sait que si on ne se bat pas vraiment pour renverser complètement la vapeur, ça va être pire encore. Comme disait le maître Ngefak, on va lire l'heure. Personne ne viendra nous dire, on va vraiment lire l'heure. Oui, parce que la loi des finances que Motazé a présentée à Ngaoundéré maintenant, cette loi des finances, comme disait Maître Timban, 70% de l'argent qui est prévu dans cette loi des finances est constitué de l'emprunt et du matraquage fiscal des Camerounais. On demande toujours les efforts aux mêmes. On demande toujours aux Camerounais de retrousser les mains, de serrer la ceinture. Depuis plus de 20 ans, 30 ans même, on nous a dit qu'on voyait le bout du tunnel. Mais on ne sort jamais du tunnel de Paul Biya. On est toujours dans le tunnel. Maintenant que lui-même est au bord de la tombe, nous on est toujours dans le tunnel. Donc, au bout d'un moment, vraiment, il faut que les Camerounais se secouent. Comme j'ai dit tout à l'heure, on est des parents, on est dans les familles, pensons à nos enfants. Est-ce qu'on va accepter que nos enfants revivent ce calvaire, ce traumatisme? On ne peut pas accepter ça. Le docteur Afara dit que on parle comme si en allant à la présidentielle, on ne savait pas que le code électoral n'était pas bon, que les institutions étaient aux ordres et tout. On savait, mais on s'est dit, on va battre ce régime à son propre jeu.
et on l'a battu. On l'a battu à plate couture. Il y a même des statistiques qui parlent de 72%, entre 60 et 72% pour le président Chiroma. Donc, le peuple camerounais a gagné, le peuple camerounais a rejeté en bloc cette gouvernance parce que nous savons ce que nous voulons. Ce n'est pas à eux de nous imposer quoi que ce soit, nous savons ce que nous voulons. Et quand un peuple dit non, ça ne sert à rien de faire le forcing. Ça ne sert à rien de continuer à obliger. Comment on veut administrer des gens, gouverner des gens à qui vous ne parlez pas? Vous êtes une oligarchie qui est coupée complètement du réel et du quotidien des Camerounais. Mais vous voulez administrer les mêmes Camerounais. Vous les matraquez fiscalement. Vous empruntez de l'argent. On ne voit jamais la réalisation des projets. Tous les barrages sont truffés de malfaçons. Non seulement ils sont truffés de malfaçon, mais les contrats sont rompus. On dit que le Cameroun est maintenant poursuivi, il va falloir rembourser. On dit qu'on a renationalisé Eneo. Pourquoi vous avez d'abord privatisé? Donc, en fait, il n'y a aucune perspective, rien n'est fait dans l'intérêt du peuple camerounais et on ne peut pas continuer à accepter ça. On ne peut pas continuer. Donc, les collègues qui s'agrègent et les luttes qui sont en train de s'agglutiner les unes avec les autres, ça va finir par exploser, ça c'est sûr. Parce que la colère, le rejet sont tels que personne, tout le monde suffoque. On n'en peut plus. On n'en peut plus. Et on ne voit même pas comment est-ce que ces gens vont sortir de cette situation. Si c'est que les prêts ne sont pas accordés et les prêts même qui sont encore allés contracter, je suis allé regarder hier, j'ai vu que la note que Moody's accorde, la notation du Cameroun était à CAA, c'est-à-dire tellement mauvaise. Donc, le chaos qu'il y a au Cameroun, personne ne peut plus supporter ça. Donc, c'est à nous maintenant, c'est à nous qui avons été victimes, c'est à nous qui avons vu nos vies brisées, c'est à nous de nous lever. Nous savons qu'une nouvelle élection va nous ramener à la case de départ, c'est-à-dire ils vont encore frauder et on va encore se retrouver en train de nous plaindre et de se dire que non, il faut qu'on trouve un autre. C'est maintenant. On a une victoire qui est là. C'est la carte maîtresse qui est entre nos mains. Utilisons cette carte pour venir à bout de ce régime. Nous devons réclamer notre victoire. Nous on n'a plus, les gens ne peuvent plus sortir parce qu'ils sont tétanisés. On enlève les gens et tout parce que tu as l'intention de marcher. Donc, il faut qu'on trouve le moyen de sortir de là. On ne peut pas continuer comme ça. Ça a déjà suffisamment duré et le Cameroun aujourd'hui est devenu la risée. Moi, j'ai des amis, j'ai des gens même dans ma famille, j'ai des connaissances qui me disent ici dans la diaspora qu'ils ont honte de dire qu'ils sont Camerounais. Parce que souvent quand on rencontre d'autres Africains et tout, ils aimeraient savoir d'où tu viens. Les gens ont honte de dire qu'ils sont Camerounais. Quand on en arrive là, on doit comprendre qu'on a touché le fond et qu'on ne peut plus continuer. On a déjà fait des sacrifices. On nous demande encore des efforts. Les efforts que nous devons faire maintenant, c'est les efforts pour imposer la victoire du peuple camerounais. Et ça parle à la diaspora, à la société civile, ça parle aux corporations et aux citoyens camerounais où qu'ils se trouvent, que ce soit au Cameroun, dans les zones urbaines, dans les zones rurales, nous devons résister. Nous devons résister à cette gouvernance. La désobéissance civile est légale. C'est un moyen que nous pouvons utiliser pour résister. Parce que quand on dit qu'on va taxer maintenant tous ceux qui sont dans l'informel, qui n'arrivent même pas à joindre les deux bouts, il y a la désobéissance civile. Nous devons nous organiser pour désobéir de manière civile à ce gouvernement et résister, pour les asphyxier totalement, complètement. Et je voulais terminer aussi en disant au ministre Motazé, je sais qu'il y a des sardinats partout, même ici dans ce live. Il faut que Motazé aille chercher l'argent là où il est. L'argent est au palais, l'argent est dans les domiciles des ministres, l'argent, on nous dit qu'il cache l'argent dans les tombes, l'argent est à Dubaï.
quand on fait un budget sans tenir compte des ressources naturelles, des matières premières au Cameroun, donc ces matières premières-là sont réservées pour une classe de privilégiés. On a vu ça avec le Gold Gate récemment. Tout ce qui est toutes les tonnes d'or qui sont exportées clandestinement vers les Émirats arabes. Tout cet argent-là va où? Pourquoi il y a des gens qui profitent de tout ce que le Cameroun offre à tous ses enfants et le reste, plus de 95% de la population n'a droit à rien? Donc, moi je dis, comme Motazé, on doit réduire le train de vie luxueux de l'État. Et ceux qui ont volé l'argent doivent ramener cet argent au lieu d'élargir l'assiette fiscale pour étouffer toujours les mêmes. Donc, nous devons imaginer comment nous allons résister. Et la désobéissance civile est légale, tout comme manifester est légal aussi. Donc, nous n'avons pas le choix, nous devons nous battre. Nous devons nous battre jusqu'à ce que la solution soit établie, jusqu'à ce que ces gens dégagent et que le Cameroun revienne à tous les Camerounais. Nous ne pouvons plus accepter de vivre chez nous comme si on était des étrangers, d'être ostracisés, pénalisés, alors que notre pays offre tout pour que tout le monde puisse s'épanouir. Voilà. Donc maintenant que l'immigration vers le Canada a décidé, parce que le Cameroun maintenant est la communauté, la diaspora la plus nombreuse au Canada. Le Canada a décidé de ne plus faire entrer les Camerounais. Donc, quand une jeunesse est dans cet état-là, le projet de la jeunesse au Cameroun, c'est fuir, c'est partir. Et ça ne leur dit rien. La fuite des cerveaux et cette hémorragie-là qui va coûter cher au Cameroun. Donc, on n'en peut plus de cette situation, mais nous devons utiliser l'énergie qui nous reste pour nous battre jusqu'au bout, pour achever cette lutte, pour honorer Omnobé, pour honorer Osende Afana, pour honorer Anissé et Kane, pour honorer tous nos martyrs qui sont tombés et qui voulaient voir le Cameroun nouveau. Donc on est plus proche de ce Cameroun nouveau aujourd'hui qu'il y a 20 ans, 30 ans, 40 ans. Et battons-nous comme des hommes qui ont des couilles, comme des femmes qui ont des tripes, qui ont les entrailles émues. Quand on maltraite nos enfants, battons-nous pour nous en sortir. Voilà, c'était mon mot de la fin. Merci beaucoup. Rien à redire sur ce mot de la fin. Merci vraiment. Je vais juste clôturer ce live en te remerciant d'être venu et avec la voix qui est la tienne, qui est ce qu'on appelle, ce que j'ai appelé ici une veille révolutionnaire. Les Camerounais doivent se battre pour le changement. Je remercie tout le panel, je remercie particulièrement Asibi qui a joué un rôle de modérateur et s'est improvisée comme modératrice ici. Je pense que je n'aurais pas pu tenir ce live sans elle. Merci à tous. Bonne soirée. À ceux qui ont fait la demande, je ne pourrai plus parce que nous sommes à la fin. Sitof, Stevie Sam, Waza, revenez demain, le panel sera ouvert beaucoup plus tôt. Le plus important, c'est qu'on puisse échanger en toute convivialité et l'objectif étant que le Cameroun change pour le bien des Camerounais et des générations futures. Bonne soirée et à demain.